Seule et enceinte, elle demanda de l'aide au seul homme dans la rue. Le sans-abri la regarda comme s'il connaissait déjà sa douleur. Derrière ses vêtements déchirés se cachait un empire secret, et cette nuit révélerait un miracle que personne n'attendait. Chapitre 1. La nuit tombait lourdement sur le 13e arrondissement de Paris, amenant avec elle ce froid humide caractéristique de novembre qui semblait traverser les vêtements pour atteindre les os. Marina tenait son ventre à deux mains, assise au bord du lit étroit de son appartement en location, tentant de contrôler sa respiration alors qu'une nouvelle vague de douleur parcourait tout son corps. Il était presque 23 heures et le silence du vieil immeuble du quartier de la Butte aux Cailles la faisait se sentir encore plus seule, comme si le monde avait oublié son existence. 23 ans, enceinte de 9 mois, sans famille à proximité, sans assez d'argent pour payer le prochain loyer. Marina regarda son téléphone portable qui s'obstinait à ne capter aucun réseau, la batterie presque vide, l'écran fissuré n'affichant que ce message frustrant d'absence de connexion. Elle avait essayé d'appeler le centre de santé son amie Florence, n'importe quel numéro qu'elle gardait encore en mémoire, mais rien ne fonctionnait. L'appareil était tombé dans l'eau quelques jours plus tôt, et depuis, il était plus un poids inutile qu'un moyen de communication. La contraction suivante fut plus forte, lui arrachant un gémissement étouffé. Marina serra les lèvres, sentant les larmes lui brûler les yeux. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ce n'était pas ainsi qu'elle l'avait rêvé en découvrant sa grossesse, quand elle croyait encore que Romain serait à ses côtés, quand il y avait encore l'espoir de construire une famille, d'avoir un vrai foyer. Mais Romain était parti. Il avait simplement disparu au moment où elle avait le plus besoin de lui, ne laissant que des messages froids sur WhatsApp, disant qu'il n'était pas prêt, que c'était trop de responsabilités, qu'elle devait se débrouiller seule. Marina se souvenait encore de la dernière fois qu'elle l'avait vu sur le pas de la porte de ce même appartement, les yeux durs et le visage indifférent, comme si les mois passés ensemble n'avaient absolument rien signifié. Elle se leva avec difficulté, s'appuyant au mur, sentant le poids immense de son ventre et de ses jambes enflées. Elle avait perdu les os il y a près de 2 heures, et Marina savait, même sans aucune expérience préalable, qu'elle avait besoin d'aide de toute urgence. Elle ne pouvait pas attendre l'aube. Elle ne pouvait pas prétendre que ça allait passer. Son enfant était en route et elle devait se rendre à un hôpital. Marina enfila ses vieilles chaussures avec effort, prit un petit sac où elle avait mis quelques documents et une tenue de rechange, et marcha lentement jusqu'à la porte. Chaque pas était une bataille contre la douleur qui augmentait, contre la peur qui lui serrait la poitrine, contre le sentiment écrasant d'être complètement démunie. Elle descendit les escaliers de l'immeuble en s'agrippant à la rampe rouillée, s'arrêtant à chaque marche pour respirer profondément et rassembler ses forces. Quand elle atteignit enfin la rue, le vent froid de la nuit frappa son visage en sueur. La rue de la Glacière était déserte à cette heure-là, seules quelques voitures passaient en hâte, et les lumières des lampadaires créaient de longues ombres sur le trottoir irrégulier. Marina regarda de chaque côté, cherchant quelqu'un, une âme qui pourrait la secourir. Son cœur s'emballa quand elle réalisa qu'il n'y avait personne. Personne ne marchait, aucun concierge éveillé, aucune fenêtre allumée qui indiquerait une vie à proximité. C'est alors qu'elle le vit. À quelques mètres de là, près de l'entrée d'un parking abandonné, il y avait une silhouette allongée sur des cartons. Un homme, apparemment sans abri, enveloppé dans de vieilles couvertures et des sacs en plastique, immobile comme s'il dormait profondément. Marina hésita. Une partie d'elle voulait continuer son chemin, chercher quelqu'un de plus approprié, de plus fiable. Mais une autre contraction vint avec une telle force qu'elle la fit se plier en deux et pousser un cri contenu. Elle n'avait pas le choix. Marina traversa le trottoir d'un pas chancelant, tenant son ventre, sentant la sueur couler sur son front malgré le froid. Elle s'approcha de l'homme lentement, avec appréhension, mais aussi avec désespoir. Quand elle fut près de lui, la faible lumière du lampadaire révéla un visage auquel elle ne s'attendait pas. Bien que sale et avec une barbe longue et hirsute, il y avait quelque chose dans ses traits qui ne correspondait pas à l'abandon environnant. Les traits étaient fermes, les yeux fermés étaient entourés de rides qui semblaient provenir davantage d'expériences profondes que d'un âge avancé. Marina déglutit et tendit la main, touchant légèrement son épaule. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Sa voix sortit tremblante,
presque un murmure chargé de peur et d'urgence. L'homme ouvrit immédiatement les yeux et Marina sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ses yeux étaient clairs, intenses, et portaient une profondeur qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'étaient pas les yeux de quelqu'un de perdu. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait choisi d'être là. Il se leva lentement, sans se presser, observant son état avec une attention clinique que Marina n'avait pas remarquée au premier abord. L'homme regarda son ventre, son visage baigné de sueur, la façon dont elle se tenait, et quelque chose changea dans son expression. C'était comme si une clé avait tourné en lui. « Vous êtes en train d'accoucher. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation sereine, prononcée d'une voix rauque mais ferme, une voix qui ne correspondait pas à l'apparence de quelqu'un qui vivait dans la rue. Marina hocha simplement la tête, les larmes coulant enfin librement sur son visage. « Je n'ai aucun moyen d'aller à l'hôpital. Je n'ai personne. S'il vous plaît. » L'homme ne dit rien de plus. Il s'avança simplement vers la rue, leva la main d'un geste calme et précis, et Marina regarda, incrédule, une berline noire de luxe surgir du coin de la rue et s'arrêter immédiatement devant eux. La vitre se baissa, révélant un chauffeur en costume qui regarda l'homme avec respect et urgence. « Monsieur, devons-nous aller directement? Aux urgences ?» Marina cligna des yeux, confuse. « Monsieur ?» Cet homme dépenaillé, enveloppé de haillons, se faisant appeler « monsieur » par le chauffeur d'un véhicule qui coûtait facilement le prix d'un appartement entier. Elle essaya de comprendre ce qui se passait, mais une autre contraction la plia en deux, et avant qu'elle ne puisse penser à quoi que ce soit, elle sentit des bras forts la soutenir. L'homme la souleva avec une facilité impressionnante, comme si elle ne pesait rien, et la plaça sur la banquette arrière de la voiture avec un soin presque paternel. Marina s'installa haletante, sentant le cuir souple du siège et l'odeur de voiture neuve, si éloignée de la réalité qu'elle vivait. L'homme monta à côté d'elle et le chauffeur accéléra sans poser de questions. Marina tourna le visage pour le regarder, essayant de comprendre. Qui était cet homme? Pourquoi un sans-abri avait-il accès à une voiture pareille? Pourquoi le chauffeur le traitait-il avec une telle révérence? Mais les questions moururent dans sa gorge lorsqu'une autre vague de douleur s'empara de tout, et elle s'agrippa simplement à son bras, sentant une force étrange dans ce contact. Respirez profondément, lentement. Tout va bien se passer. Sa voix était basse, réconfortante, comme s'il était habitué à calmer les gens dans des moments de désespoir. Marina obéit sans discuter, se concentrant sur sa respiration, essayant de contrôler la panique qui menaçait d'exploser dans sa poitrine. L'homme garda sa main sur son épaule pendant tout le trajet, un geste simple mais qui apportait une sensation de sécurité que Marina n'avait pas ressentie depuis des mois. La voiture traversa les rues de Paris à grande vitesse, passant par des avenues illuminées et désertes, franchissant les feux rouges sans s'arrêter, comme si le chauffeur savait exactement quoi faire. Marina regardait par la fenêtre, voyant la ville défiler en taches de lumière, se sentant comme dans un rêve étrange et surréaliste. Rien de tout cela n'avait de sens, rien de tout cela ne semblait réel. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un hôpital que Marina reconnut immédiatement. C'était l'un des plus sophistiqués et des plus chers de Paris, un endroit où elle n'aurait jamais imaginé être soignée. La façade moderne brillait d'un éclairage discret, et même à cette heure de la nuit, l'activité à l'entrée des urgences était organisée et efficace. L'homme descendit le premier et ouvrit la portière pour Marina, l'aidant à sortir avec le même soin qu'auparavant. Elle pouvait à peine marcher, mais il la soutint, passant son bras sur ses épaules et la portant presque jusqu'à l'entrée. Les portes automatiques s'ouvrirent et ce que Marina vit la laissa encore plus perplexe. Toute une équipe de médecins et d'infirmières attendait déjà. Ils n'attendaient pas n'importe quel patient. Ils l'attendaient spécifiquement, elle. Un brancard fut amené en courant, et avant que Marina ne puisse comprendre ce qui se passait, elle était déjà allongée, conduite à travers les couloirs blancs et étincelants de l'hôpital. L'homme marchait à côté du brancard, et Marina remarqua quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde le connaissait. Les médecins le saluaient d'un signe de tête respectueux. Les infirmières détournaient le regard comme si elles ressentaient de la honte ou de la compassion. Les agents de sécurité l'observaient avec un mélange de surprise et de reconnaissance.
Il ne dit rien, se contentant d'accompagner en silence, avec cette posture étrangement digne, malgré ses vêtements sales, et l'odeur de la rue qui l'entourait. Marina fut emmenée directement dans une salle d'accouchement, équipée d'une technologie de pointe. Les lumières étaient douces, l'ambiance climatisée, et il y avait au moins 5 professionnels prêts à intervenir. Une femme médecin, les cheveux attachés et la blouse impeccable, s'approcha, mais avant de parler à Marina, elle s'adressa à l'homme. « Docteur Laurent, allez-vous assister à l'intervention » Marina sentit le monde tourner. « Docteur, cet homme était médecin ?» La confusion sur son visage devait être évidente, car la femme médecin la regarda avec un sourire doux et professionnel. « Vous êtes entre de bonnes mains. Nous allons prendre soin de vous et de votre bébé. » Marina essaya de parler, d'interroger, mais la douleur revint avec une intensité écrasante, et tout ce qu'elle put faire fut de s'agripper à la main de l'infirmière la plus proche et de crier. Le travail s'accélérait, et il n'y avait plus de temps pour les doutes ou les explications. L'homme, ce fameux docteur Henry, recula de quelques pas mais ne quitta pas la salle. Marina pouvait le voir à travers ses larmes et la douleur, adossé au mur, observant tout avec une expression qui mêlait inquiétude et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. C'était comme s'il menait une bataille intérieure, comme si être là était à la fois nécessaire et douloureux. Les heures suivantes furent un flou de douleur, de cris, de sueur et d'ordres médicaux. Marina poussa quand on lui dit de pousser, respira quand on lui dit de respirer, tint les mains de personnes qu'elle ne connaissait pas et fit aveuglément confiance à des professionnels apparus de nulle part. Et pendant tout ce temps, quelque part dans sa conscience, elle savait que cet homme était toujours là, témoin, protégeant d'une manière inexplicable. Quand enfin les pleurs du bébé résonnèrent dans la salle, Marina sentit un soulagement si grand que les larmes se mêlèrent de rires et de sanglots. C'était une petite fille parfaite, avec des poumons forts et une voix puissante, annonçant son arrivée au monde avec toute la force qu'un nouveau-né peut avoir. La femme médecin posa le bébé sur la poitrine de Marina, et à cet instant, tout ce qui était mauvais, douloureux, solitaire, sembla disparaître. Marina regarda ce petit visage froissé, ses petits yeux fermés, ses mains minuscules, et sentit un amour si immense qu'il ne pouvait être mis en mots. Sa fille, sa Sofia. Le nom lui vint à l'esprit sans effort, comme s'il avait toujours été là, en attente. Marina leva les yeux, cherchant l'homme, et le trouva toujours au même endroit, adossé au mur. Mais maintenant, il n'était plus inexpressif. Des larmes coulaient sur son visage sale, descendant le long de sa barbe hirsute, et ses yeux clairs étaient fixés sur le bébé avec une intensité qui brisait le cœur. Quelque chose dans ce regard disait qu'il ne voyait pas seulement Sofia. Il voyait un autre enfant, un autre moment, une autre vie qui n'existait plus. Marina ne savait pas ce qui était arrivé à cet homme, ne comprenait pas. Pourquoi un médecin apparemment respecté vivait dans la rue, ne comprenait pas la douleur qui débordait de ses yeux. Mais à cet instant, une connexion silencieuse se forma entre eux, une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. « Merci ». Ce fut tout ce que Marina put dire, la voix rauque et fatiguée. L'homme hocha simplement la tête, essuyant ses larmes du revers de sa main sale, et quitta la salle en silence, laissant derrière lui une traînée de questions sans réponse. Marina fut transférée dans une chambre particulière, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu se payer, et Sofia fut emmenée pour les premiers soins. Les infirmières furent douces et attentionnées, lui apportant de l'eau, des aliments légers, l'aidant à se nettoyer et à se changer. Mais personne ne mentionna l'homme. Personne n'expliqua qui il était, pourquoi il était là, ou comment Marina devait payer pour tout cela. Quand elle fut enfin seule dans la chambre, avec Sofia dormant dans le berceau à côté du lit, Marina regarda par la fenêtre qui donnait sur la ville illuminée de Paris. Il était presque 4 heures du matin, et le ciel commençait à s'éclaircir avec les premiers signes de l'aube. Elle pensa à tout ce qui s'était passé cette nuit impossible. Elle pensa à la solitude de l'appartement vide, au désespoir de n'avoir personne, à la peur d'accoucher seule dans la rue. Et elle pensa à cet homme, le docteur Henry, un médecin qui vivait comme un mendiant, qui était apparu au moment exact où elle en avait besoin, qui l'avait amené dans cet endroit puis avait disparu comme un fantôme. Marina ne le savait pas, mais cette nuit avait changé 2 vies. La sienne,
qui venait de gagner une fille et une seconde chance de tout reconstruire. Et la sienne, qui venait de trouver une raison de recommencer à vivre. Dehors, assis sur les mêmes cartons que d'habitude, Henri Laurent regardait le ciel gris de Paris. Les larmes avaient séché, mais la douleur dans sa poitrine était toujours là, lancinante comme elle l'avait toujours été. Il avait de nouveau tenu un bébé dans ses bras, même de loin. Il était de nouveau entré dans une salle d'accouchement, même si ce n'était qu'en tant que témoin. Il avait de nouveau senti l'odeur de la vie nouvelle, même si cela rouvrait des blessures qu'il avait tenté d'enterrer sous des couches de culpabilité et d'autodestruction. Henri ferma les yeux et vit le visage de la fille qu'il avait perdue. Il vit les petits yeux qui ne s'ouvriraient plus jamais, les petites mains qui ne bougeraient plus jamais. Il vit sa femme qui n'avait pas supporté la douleur et l'avait quittée, incapable de regarder l'homme qu'elle croyait avoir échoué. Il vit toute la vie qu'il avait détruite de ses propres mains, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais cette nuit-là, quelque chose avait été différent. Pour la première fois depuis des mois, Henri n'avait pas seulement ressenti de la culpabilité. Il avait aussi ressenti un but. Cette jeune femme, Marina, avait besoin de lui. Et peut-être, juste peut-être, cela signifiait-il qu'il y avait encore quelque chose qu'il pouvait faire, une façon de racheter les erreurs du passé. Henri ne savait pas que Marina était la même jeune femme qui, des mois plus tôt, par une froide nuit d'hiver, s'était arrêtée à côté de lui et avait laissé une couverture et un sandwich emballés dans du papier aluminium. Elle n'avait rien dit à cette occasion, avait juste souri avec tristesse et continué son chemin, mais Henri n'avait jamais oublié ce geste. Il n'avait jamais oublié ces yeux doux qu'il avait vus comme un être humain alors que le reste du monde feignait son inexistence. Et maintenant, sans le savoir, il lui avait rendu l'appareil. Il avait sauvé sa vie et celle de sa fille. Il avait fait la différence au moment le plus important. Alors que le soleil se levait sur Paris, illuminant les rues sales et les hauts immeubles, deux cœurs battaient au rythme d'un nouveau départ. L'un dans la chambre d'hôpital, berçant un bébé nouveau-né, l'autre sur le trottoir froid, abrité seulement par des cartons et le souvenir qu'il était encore possible de faire le bien. Et ce n'était que la première page d'une histoire qui allait tout changer. Chapitre 2. Les premiers rayons de soleil entraient par la fenêtre de la chambre, créant des bandes dorées sur le sol brillant et stérilisé. Marina se réveilla lentement, sentant son corps endolori mais son cœur rempli d'une sensation nouvelle et écrasante. En tournant la tête, elle vit Sofia dormant paisiblement dans le berceau transparent à côté du lit, enveloppée dans des couvertures douces avec un bonnet bleu clair qui semblait trop grand pour sa petite tête. C'était réel. Tout s'était vraiment passé. Marina tendit la main et toucha légèrement le petit visage de sa fille, sentant la peau douce et chaude, écoutant sa respiration douce et rythmée. Les larmes vinrent sans prévenir, mouillant l'oreiller. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'un amour immense et aussi de peur. Comment allait-elle s'occuper de Sofia? Comment paierait-elle cet hôpital? Où irait-elle après sa sortie? Les questions martelaient sa tête lorsque la porte s'ouvrit doucement, et une infirmière entra avec un sourire aimable. C'était une femme d'âge mûr, les cheveux attachés en un chignon parfait et des yeux qui transmettaient expérience et bonté. « Bonjour Marina, comment vous sentez-vous »« Fatiguée mais bien. Et Sofia ?» L'infirmière s'approcha du berceau, vérifiant quelques données sur une tablette électronique. « Elle est parfaite. Bon poids, respiration normale, réflexe excellent. Vous avez eu beaucoup de chance. » Chance. Le mot résonna dans l'esprit de Marina. Oui, elle avait eu de la chance d'être en vie, que Sofia soit en bonne santé, d'avoir trouvé de l'aide au moment où elle en avait le plus besoin. Mais il y avait encore tant d'incertitudes, tant de pièces qui ne s'emboîtaient pas. L'infirmière, percevant l'hésitation sur le visage de Marina, s'assit sur la chaise à côté du lit et baissa la voix, comme pour partager un secret. « Vous savez qui vous a amené ici, n'est-ce pas ?» Marina secoua la tête, sentant son cœur s'accélérer. « Je sais seulement qu'il s'appelle Henri et qu'il est médecin, mais je ne comprends pas pourquoi il vivait dans la rue, ni pourquoi tout le monde ici semble le connaître. » L'infirmière soupira profondément, regardant ses propres mains comme si elle pesait ses mots. Le docteur Henri Laurent était le chef du service d'obstétrique de cet hôpital.
l'un des meilleurs professionnels qui ait jamais travaillé ici. Il a sauvé des centaines de vies, réalisé des interventions que d'autres jugeaient impossibles. Il était respecté, admiré, il avait une carrière brillante devant lui. Marina écoutait attentivement, essayant de relier cette description à l'homme aux vêtements déchirés et à la barbe sale qu'il avait secouru. Que lui est-il arrivé? L'infirmière hésita, et Marina vit la douleur traverser son visage. Il a eu une fille. Sa femme est tombée enceinte après des années d'essai, et ce fut une immense joie pour eux deux. Mais il y a eu des complications à l'accouchement. Le bébé est né avec de graves problèmes, et malgré tous les efforts de l'équipe médicale, l'enfant n'a pas survécu. Marina sentit un serrement dans sa poitrine, comme si quelqu'un avait pressé son cœur avec force. Il s'est blâmé. Il a pensé qu'il aurait dû faire quelque chose de différent, qu'il aurait dû voir les signes plus tôt, qu'il avait échoué en tant que médecin et en tant que père. Sa femme n'a pas pu surmonter la perte et l'a quitté. Et il s'est simplement effondré. Il a abandonné sa profession, sa maison, tout. Il a commencé à vivre dans la rue, comme s'il se punissait pour quelque chose qui en réalité était hors du contrôle de quiconque. Les mots tombèrent sur Marina comme des pierres lourdes. Elle comprit tout à ce moment-là. Elle comprit le regard de cet homme à la naissance de Sofia. Elle comprit les larmes qui avaient coulé sur son visage sale. Elle comprit pourquoi il était là, dans la rue, cette nuit exacte où elle avait besoin d'aide. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le destin. Depuis combien de temps cela s'est-il passé? Près de 7 mois. Depuis, beaucoup d'entre nous ont essayé de le contacter, de lui offrir de l'aide, de le ramener. Mais il refuse tout. Il dit qu'il ne le mérite pas, qu'il ne peut plus toucher personne. Hier, c'était la première fois en tous ces mois qu'il est revenu dans cet hôpital. À cause de moi. L'infirmière acquiesça avec un sourire triste. Pour vous et pour votre fille. Quelque chose l'a fait agir. Quelque chose lui a rappelé qui il est vraiment. Marina essuya les larmes qui s'obstinaient à couler. Elle ne savait pas comment, mais elle devait retrouver cet homme. Elle devait le remercier, lui dire qu'il avait sauvé non pas une, mais 2 vies, qu'il n'était pas un échec, mais un héros, que le passé ne définissait pas qui il était. Est-il encore ici? L'infirmière secoua la tête. Il est parti juste après que vous ayez été transféré dans la chambre. Personne ne sait où, mais connaissant le docteur Henry, il est probablement retourné au même endroit où il reste toujours. Où? Près de la rue de la Glacière, il traîne par là. Certains employés d'ici lui apportent parfois de la nourriture et des couvertures, mais il n'accepte jamais grand-chose, juste assez pour survivre. Marina serra les draps entre ses doigts, sentant une détermination grandir en elle. Quand elle sortirait d'ici, quand elle aurait de nouveau des forces, elle irait le chercher. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait, ne savait pas comment elle l'aiderait, mais elle devait faire quelque chose. Les jours suivants à l'hôpital furent un mélange de récupération physique et de tourbillon émotionnel. Marina recevait les visites des infirmières, de la nutritionniste, de l'assistante sociale qui venait s'enquérir de sa situation financière et de son logement. Chaque conversation était un rappel douloureux qu'elle n'avait rien. Aucun plan, aucun soutien, aucune structure pour accueillir Sofia à la maison. L'assistante sociale, une femme sérieuse à lunettes et aux cheveux grisonnants, s'assit à côté de Marina le 3e jour et parla avec la délicatesse de quelqu'un habitué à gérer des situations difficiles. « Marina, je comprends que votre situation est compliquée, sans revenu fixe, sans soutien familial, sans le père de l'enfant présent, mais il existe des programmes sociaux qui peuvent vous aider. Nous pouvons vous trouver une place dans des foyers d'hébergement temporaires, des aides du gouvernement, vous orienter vers des crèches quand Sofia grandira un peu. » Marina écoutait tout avec une boule dans la gorge. Foyer, aide, assistance. C'étaient des mots qui signifiaient survie, mais pas dignité. Ce n'était pas ainsi qu'elle voulait élever sa fille. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait rêvé que ce serait. « Je vais m'en sortir. Je trouverai du travail, je retournerai à l'appartement, je me débrouillerai. » L'assistante sociale la regarda avec un mélange de compassion et de scepticisme. « Marina, vous venez d'accoucher. Vous avez besoin d'au moins 6 semaines de repos. Comment allez-vous travailler? Comment allez-vous payer le loyer? Je ne sais pas, mais je vais m'en sortir. » L'entêtement dans la voix de Marina était plus du désespoir que de la conviction,
mais elle s'y accrochait comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. C'est à ce moment que la porte de la chambre s'ouvrit et l'infirmière qui avait parlé à Marina le premier jour entra avec une enveloppe à la main. Son visage était sérieux, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « Marina, ceci est arrivé pour vous. » Elle tendit l'enveloppe et Marina la prit avec des mains tremblantes. Il n'y avait pas d'expéditeur, seulement son nom écrit à la main d'une calligraphie ferme et élégante. Elle l'ouvrit lentement, sortant une lettre qui semblait avoir été écrite à la hâte, mais avec soin. Les mots étaient peu nombreux, directs, mais portaient un poids immense. « Marina, vous n'avez pas à vous soucier des frais d'hôpital. Tout est réglé. J'ai également fourni des vêtements, des couches et quelques articles essentiels pour Sofia. Vous trouverez tout dans l'armoire de la chambre. Ce n'est pas de la charité. C'est une responsabilité. Vous m'avez donné quelque chose de précieux cette nuit froide il y a des mois, même sans le savoir. Aujourd'hui, je ne fais que rendre l'appareil. Prenez bien soin d'elle. Prenez bien soin de vous. Henri. » Marina lut la lettre 3 fois, essayant d'absorber chaque mot, chaque signification cachée. Cette nuit froide, il y a des mois. Elle fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Il y avait eu tant de nuits froides, tant de moments difficiles depuis que Romain l'avait quittée. Et puis, comme un éclair de lumière traversant le brouillard, le souvenir revint. C'était une nuit d'hiver, peut-être en avril ou mai. Marina rentrait de son travail de serveuse, fatiguée et le corps endolori, le ventre encore petit mais déjà visible. Elle s'était arrêtée dans une boulangerie et avait acheté un sandwich et un jus, le dîner le moins cher qu'elle pouvait trouver. Mais en passant devant un homme allongé sur le trottoir, enroulé dans des cartons et tremblant de froid, quelque chose en elle avait bougé. Marina se souvint être retournée à la boulangerie, avoir acheté un autre sandwich, pris la vieille couverture qu'elle transportait dans son sac à dos et avoir tout laissé à côté de cet homme sans dire plus qu'un bonsoir à voix basse. Elle n'avait pas vu son visage, n'avait pas attendu de remerciements. Elle avait simplement continué son chemin, se sentant un peu plus légère d'avoir fait quelque chose de bien au milieu de tant de souffrances. C'était lui, Henri. L'homme qu'elle avait aidé sans le savoir était le même qui la sauvait maintenant. Les larmes coulèrent sur le visage de Marina et elle serra la lettre contre sa poitrine, ressentant une gratitude si profonde qu'elle ne pouvait être mise en mots. L'assistante sociale la regarda avec surprise et curiosité. Que dit la lettre? Marina sourit simplement à travers ses larmes. Elle dit que tout va bien se passer. Les jours suivants, Marina découvrit qu'Henri n'avait pas menti. L'armoire de la chambre était remplie de vêtements neufs pour bébé, de couches, de couvertures, de biberons, tout ce qu'on pouvait acheter de mieux. Il y avait aussi une enveloppe avec assez d'argent pour payer 3 mois de loyer et quelques dépenses de base. Et, au fond de l'armoire, une poussette encore dans sa boîte. Marina ne savait pas comment il avait pu obtenir tout cela s'il vivait dans la rue. Mais l'infirmière expliqua qu'Henri, bien qu'ayant abandonné sa vie antérieure, n'avait jamais touché à ses économies. Il avait probablement utilisé une partie de cet argent oublié pour l'aider. C'était comme s'il donnait un nouveau but à des ressources qui, pour lui, n'avaient plus de sens. Le 5e jour, Marina obtint son congé. Les infirmières l'aidèrent à installer Sofia dans la nouvelle poussette, vêtirent le bébé d'une grenouillère rose clair et lui mirent le bonnet qui gardait sa petite tête au chaud. Marina était nerveuse mais aussi déterminée. Elle avait une mission avant, de rentrer chez elle, trouver Henri. Le taxi la déposa sur la rue de la Glacière, près de l'endroit où tout avait commencé. Marina poussait la poussette lentement, regardant de chaque côté, cherchant dans les ombres et les coins oubliés de la ville. Il était près de 17 heures et le flot de personnes rentrant du travail remplissait les trottoirs. C'est près du parking abandonné qu'elle le vit. Assis sur les mêmes cartons, enveloppé dans les mêmes vieilles couvertures, Henri regardait le sol avec cette expression distante que Marina connaissait déjà. Mais quand elle s'approcha, poussant la poussette avec Sofia, dormant tranquillement, il leva les yeux et quelque chose changea sur son visage. C'était comme s'il ne s'attendait pas à la revoir, comme s'il avait fait sa part et prévoyait de disparaître dans la foule invisible des rues de Paris. Marina s'arrêta à quelques mètres de lui, sentant son cœur battre fort dans sa poitrine. Pendant un long moment, aucun des deux ne dit rien. Ils se regardèrent simplement,
Deux étrangers qui étaient devenus des pièces fondamentales dans la vie de l'autre sans le planifier, sans comprendre complètement pourquoi. « Je suis venu vous remercier », la voix de Marina. Sortie ferme mais chargée d'émotion. « Vous n'avez pas à me remercier. J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. » « Ce n'est pas vrai. Vous avez fait bien plus que ça. Vous m'avez sauvé la vie, et la vie de ma fille. Et ce n'était même pas votre obligation. Vous ne me connaissez même pas. » Henri détourna le regard, et Marina vit la douleur traverser à nouveau son visage. « Je vous connais. Je vous connais plus que vous ne l'imaginez. » Il fit une pause, respirant profondément comme s'il rassemblait son courage pour parler. « Vous avez été la seule personne qui m'a vu comme un être humain ces derniers mois, qui m'a traité avec dignité alors que je ne pensais même pas en mériter. Cette couverture, ce sandwich, ce geste simple. Vous ne savez pas à quel point cela a compté pour moi. » Marina sentit les larmes lui brûler à nouveau les yeux, mais cette fois elle sourit à travers elles. « Et vous ne savez pas à quel point ce que vous avez fait a compté pour moi. J'étais seul, perdu, sans personne. Et vous êtes apparu. Comme si vous saviez que j'en avais besoin. » Henri la regarda enfin de nouveau, et Marina vit quelque chose de différent dans ses yeux. Il y avait encore de la douleur, encore de la culpabilité, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Je peux la voir ?» Marina acquiesça, approchant la poussette. Henri se leva lentement, s'essuyant les mains sales sur son pantalon déchiré, avant de toucher la poussette, comme s'il voulait être un minimum présentable. Il se pencha sur Sofia, observant le bébé dormir avec une expression qui mêlait admiration et mélancolie. « Elle est parfaite. Grâce à vous. » Henri secoua la tête, mais ne discuta pas. Marina réalisa qu'il ne croyait pas en ses propres victoires, seulement en ses échecs. C'était un homme piégé dans une culpabilité qui le consumait, incapable de voir le bien qu'il était encore capable de faire. « Je voulais vous demander quelque chose. » Marina parla lentement, choisissant ses mots avec soin. « Je veux que vous connaissiez vraiment Sofia. Je veux que vous fassiez partie de sa vie. Vous êtes la raison pour laquelle elle est ici, et je n'ai plus personne, aucune famille, aucun ami proche à part Florence. Ce serait un honneur si vous vouliez être une présence dans sa vie. » Henri resta immobile, traitant les mots. Marina vit le conflit dans ses yeux, la bataille interne entre le désir d'accepter et la peur de causer plus de douleur. « Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. » « Vous êtes exactement la bonne personne. Vous êtes médecin, vous êtes gentil, vous êtes humain, et même en portant tant de douleur, vous avez quand même choisi d'aider quand j'en avais le plus besoin. Cela dit tout sur qui vous êtes. » Henri resta silencieux pendant un long moment, regardant Sofia, Marina, la nouvelle poussette et la vie qui semblait renaître devant lui. Et puis, lentement, il acquiesça. « D'accord, je vais essayer. » Marina sourit, sentant une immense joie remplir sa poitrine. Ce n'était pas une solution à tous les problèmes, ce n'était pas une fin heureuse complète, mais c'était un début, c'était une chance, et parfois, c'est tout ce dont les gens ont besoin. Henri accompagna Marina jusqu'à l'appartement cet après-midi-là. Il porta la poussette en haut des escaliers, aida à monter le berceau qui était encore dans sa boîte, organisa les petits vêtements dans la petite armoire. Ses mains, même sales et calleuses, travaillait avec précision et soin, rappelant à Marina que cet homme avait été un chirurgien respecté. Quand tout fut prêt, Henri se lava les mains dans l'évier de la cuisine et prit Sofia dans ses bras pour la première fois. Marina observa, voyant la manière délicate avec laquelle il tenait le bébé, soutenant sa petite tête, gardant son corps en sécurité. C'était un geste naturel, instinctif, de quelqu'un qui l'avait fait des milliers de fois auparavant. Sofia ouvrit ses petits yeux et le regarda, et Henri sourit. Ce fut un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là. Et Marina réalisa que c'était la première fois qu'elle voyait cet homme sourire vraiment. Elle est forte, elle grandira en bonne santé. Grâce à vous. Henri ne discuta pas cette fois. Il continua simplement à bercer Sofia avec des mouvements doux, fredonnant doucement une mélodie que Marina ne connaissait pas. C'était une scène étrange et belle à la fois. Un homme sans abri, avec des vêtements déchirés et une barbe hirsute, tenant avec le plus grand soin du monde d'un bébé nouveau-né dans un simple appartement parisien. Mais c'était aussi la scène la plus vraie que Marina ait vue depuis longtemps. C'était de l'humanité pure,
C'était de l'amour qui transcendait les apparences, les conventions sociales et les jugements. C'était la preuve que la valeur d'une personne ne réside jamais dans ses vêtements ou son adresse, mais dans son cœur. Quand Henri quitta finalement l'appartement ce soir-là, Marina le vit descendre les escaliers avec les mêmes pas fatigués que d'habitude. Mais il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui n'était pas là avant. Il se retourna une dernière fois avant de sortir dans la rue, et Marina lui fit un signe de la main depuis la fenêtre. « Revenez demain, s'il vous plaît. » Henri acquiesça et disparut dans la nuit froide de Paris, mais Marina savait qu'il reviendrait. Elle avait vu le changement dans ses yeux. Elle avait vu l'étincelle de vie revenir dans ce regard auparavant éteint. Et cette nuit-là, en berçant Sofia pour l'endormir, Marina pensa à quel point la vie était étrange et imprévisible. Elle pensa à comment un simple geste de bonté fait sans rien attendre en retour peut revenir multiplié quand on s'y attend le moins. Elle pensa à comment la souffrance peut connecter les gens de manières impossibles à prévoir. Et pour la première fois depuis longtemps, Marina se permit de croire que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Dehors, marchant dans les rues désertes, Henri ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. Ce n'était pas un bonheur complet, pas la guérison totale de toutes les blessures, mais c'était un but, c'était un sens. C'était le sentiment que sa vie pouvait encore faire une différence. Il pensa à la fille qu'il avait perdue, à la douleur qu'il portait encore comme une lourde croix sur ses épaules. Mais il pensa aussi à Sofia, aux petits yeux qu'il avait regardés avec confiance, au sourire de Marina qui transmettait une gratitude sincère. Peut-être n'était-il pas trop tard. Peut-être y avait-il encore un chemin de retour, pas vers ce qu'il était avant, mais vers quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur les ruines du passé. Et pour la première fois en 7 mois, Henri Laurent se permit de ressentir de l'espoir. Chapitre 3. Les semaines suivantes apportèrent une routine que Marina n'aurait jamais imaginée possible. Henri se présentait tous les jours à l'appartement, toujours en fin d'après-midi, portant des sacs de provisions, des couches ou un article qu'il jugeait nécessaire au bien-être de Sofia. Au début, Marina tenta de refuser, insistant sur le fait qu'elle avait déjà reçu trop d'aide, mais Henri était gentiment persistant. « Il ne s'agit pas de savoir si vous me devez quelque chose ou non, il s'agit du fait que je veux le faire. » Ainsi, lentement, une dynamique étrange mais réconfortante s'établit entre eux. Henri continuait de vivre dans la rue, refusant de retourner dans une maison ou d'accepter un logement fixe, mais il consacrait des heures de sa journée à s'occuper de Sofia, à enseigner à Marina les soins aux nouveau-nés, à aider aux tâches ménagères. Marina observait, fascinée, comment cet homme, malgré ses vêtements usés et son apparence négligée, avait une connaissance approfondie de presque tout ce qui concernait les bébés. Il savait reconnaître les différents types de pleurs, identifier les inconforts, préparer les biberons à la température idéale, faire des massages qui calmaient instantanément Sofia. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda Marina par un après-midi pluvieux de décembre, alors qu'Henri berçait Sofia qui pleurait sans arrêt depuis des minutes. « J'étais spécialiste en obstétrique. J'ai passé des années à étudier non seulement les accouchements, mais tout le développement initial de la vie. C'était ma passion. Je croyais que comprendre les premiers mois de l'existence, c'était comprendre le début de tout. » Il parla avec une lourde nostalgie, les yeux fixés sur le bébé qui se calmait enfin dans ses bras. « Vous étiez bon dans ce que vous faisiez ?» Henri hésita, et Marina vit la douleur familière traverser son visage. « Je pensais que je l'étais, jusqu'à ce que je découvre que je n'étais pas assez bon. » Marina savait qu'il parlait de la fille qu'il avait perdue. Dans les conversations qu'ils avaient eues au fil de ces semaines, Henri avait révélé des fragments de son histoire, toujours avec réticence, toujours la voix étranglée par la culpabilité qui le consumait. La petite fille était née prématurément, avec de graves complications respiratoires. Henri, malgré toute son expérience, n'avait pas réussi à la sauver. La petite n'avait résisté que quelques heures, luttant de toutes les forces qu'un corps fragile pouvait avoir, mais cela n'avait pas suffi. Ce qui avait le plus détruit Henri n'était pas seulement la perte elle-même, mais la certitude que lui, en tant que médecin et père, aurait dû faire quelque chose de différent, aurait dû voir les signes plus tôt, aurait dû insister sur des procédures alternatives.
aurait dû être plus que ce qu'il était. Sa femme, Béatrice, sombra dans une profonde dépression et finit par blâmer Henri autant qu'il se blâmait lui-même. En quelques semaines, elle fit ses valises et partit, incapable de regarder l'homme qui représentait tout ce qu'elle avait perdu. Henri ne l'en empêcha pas. Il pensait qu'elle avait raison de partir. Il pensait qu'il ne méritait rien, d'autre que la solitude. C'est alors qu'il commença à démanteler sa propre vie. Il démissionna de l'hôpital, vendit sa voiture, abandonna son appartement et se mit à errer dans les rues de Paris comme s'il cherchait un endroit où la douleur ne pourrait pas l'atteindre. Mais la douleur l'atteignait toujours. Elle était gravée dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur. « Henri, ce n'était pas votre faute », dit Marina fermement, posant sa main sur son épaule. « Des complications arrivent. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous êtes humain, pas Dieu. » Henri la regarda avec des yeux fatigués et tristes. « Mais j'étais son médecin, j'étais son père. C'était ma responsabilité de la maintenir en vie. Et j'ai échoué. » « Vous n'avez pas échoué. La vie est fragile. Parfois, même toute la connaissance du monde ne suffit pas. Et cela ne fait pas de vous un échec. Cela fait de vous un humain. » Les mots de Marina résonnèrent dans le silence de l'appartement, mêlés au son de la pluie qui frappait la fenêtre. Henri ne répondit pas, mais il serra Sophia un peu plus fort contre sa poitrine, comme s'il protégeait quelque chose, de précieux qu'il ne pouvait pas perdre à nouveau. Marina réalisa à ce moment-là qu'aider Henri ne serait pas seulement une question de gratitude. Ce serait un voyage de reconstruction, de lui montrer qu'il y avait encore un but, qu'il y avait encore des raisons de vivre. Et d'une certaine manière, elle se reconstruisait aussi, car prendre soin de lui la faisait se sentir utile, nécessaire, partie de quelque chose de plus grand. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en un mois. Henri continuait d'apparaître fidèlement, mais quelque chose commença à changer. Il se mit à arriver plus tôt, à rester plus longtemps, à s'impliquer plus profondément dans la routine de Marina et Sophia. Il aidait à donner le bain au bébé, changeait les couches avec l'habileté de quelqu'un qui faisait cela professionnellement, préparait des repas simples mais nutritifs pour Marina. C'était comme s'il redevenait lentement humain, reprenant des horaires, des responsabilités, des liens. Et Marina voyait clairement que cela lui faisait du bien. Par un matin ensoleillé de janvier, Marina se réveilla au son de quelqu'un qui s'affairait dans la cuisine. Effrayée, elle se leva rapidement et trouva Henri en train de préparer le café, avec Sophia dormant tranquillement dans la poussette à côté de la table. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?» Henri se retourna, et Marina remarqua quelque chose de différent chez lui. Sa barbe était taillée, pas parfaitement, mais visiblement plus courte et plus soignée. Ses cheveux étaient propres et peignés en arrière. Ses vêtements, bien que toujours les mêmes habits usés, étaient lavés. « J'ai pris une décision », dit-il avec une détermination que Marina n'avait pas entendue depuis des semaines. « Je vais revenir, pas à l'hôpital, je ne suis pas encore prêt pour ça, mais je vais revenir à une sorte de vie normale. Je vais louer un endroit où vivre, je vais me nettoyer, je vais essayer de redevenir la personne que j'étais. » Marina sentit ses yeux se remplir de larmes, mais c'étaient des larmes de joie. « Henri, c'est merveilleux. » Il secoua la tête, levant la main pour l'interrompre. « Ce n'est pas encore merveilleux, c'est juste un premier pas. Et je ne sais pas si je vais y arriver. Mais toi et Sophia, vous m'avez donné quelque chose que je n'avais plus. Vous m'avez donné une raison d'essayer. » Marina traversa la cuisine et serra Henri fort dans ses bras, le sentant se raidir une seconde avant de lui rendre son étreinte avec précaution, comme s'il réapprenait à accepter l'affection humaine. « Tu vas y arriver. Je crois en toi. » Et Marina y croyait vraiment. Parce qu'elle avait vu la transformation s'opérer lentement, jour après jour. Elle avait vu l'homme brisé commencer à recoller les morceaux. Henri tint sa promesse. Les jours suivants, il loua un petit appartement à quelques rues de là, un endroit simple mais propre, avec juste assez pour recommencer. Marina l'aida à meubler l'espace avec des meubles d'occasion achetés dans des brocantes, et Florence, l'amie fidèle que Marina avait rencontrée à son travail de serveuse, vint aussi donner un coup de main. Florence était une femme de 30 ans, grande, à la peau mate et aux cheveux bouclés toujours attachés en un chignon désordonné. Elle avait une façon de parler directe, qui effrayait parfois, mais un cœur énorme, qui ne refusait jamais son aide à ceux qui en avaient besoin.
Quand Marina raconta toute l'histoire d'Henri, Florence fut émue et insista pour le rencontrer. « Alors c'est vous le médecin miraculeux qui a sauvé mon ami ?»« Eh ma filleule !» dit Florence en serrant la main d'Henri avec force, le faisant sourire timidement. « J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. » N'importe qui ne l'aurait pas fait. Croyez-moi. Le monde est plein de gens qui passent leur chemin quand ils voient quelqu'un dans le besoin. Vous êtes différent, et ça compte. Henri ne savait pas comment répondre aux compliments, mais Marina vit que les mots de Florence l'avaient touché. C'était comme s'il redécouvrait qu'il pouvait être vu comme quelqu'un de bien, quelqu'un digne de reconnaissance. Avec l'appartement en ordre, Henri commença à mieux prendre soin de lui. Il se coupa les cheveux chez un coiffeur simple, se rasa complètement la barbe, acheta de nouveaux vêtements dans des magasins populaires. Ce n'étaient pas des vêtements de marque ou chers, mais ils étaient propres, convenables, dignes. Marina faillit ne pas le reconnaître lorsqu'il apparut pour la première fois à son appartement après sa transformation complète. Henri portait une chemise bleu clair, un jean foncé et des baskets simples. Son visage propre révélait des traits qui étaient auparavant cachés sous la saleté et les poils. Il était beau, réalisa Marina avec surprise. Pas beau, d'une manière conventionnelle, mais d'une manière qui transmettait la force, le caractère, la profondeur. « Tu es différent », dit Marina en souriant. « Différent comment ? Comme toi-même. Comme la personne que tu devrais être. » Henri baissa les yeux, clairement mal à l'aise avec le compliment, mais il y avait un petit sourire sur ses lèvres. « Je ne sais pas si je suis encore cette personne, mais j'essaie. Et c'est plus que suffisant. » La relation entre Marina et Henri continua d'évoluer de manière naturelle et organique. Ils développèrent une routine confortable où Henri passait une grande partie de la journée dans l'appartement de Marina, l'aidant avec Sofia, parlant de tout et de rien, partageant des repas simples. Marina commença à réaliser qu'elle appréciait cette compagnie d'une manière qui allait au-delà de la gratitude. Elle aimait la façon dont Henri écoutait attentivement quand elle parlait de ses peurs et de ses espoirs. Elle aimait la façon dont il riait doucement des pitreries de Sofia, même quand le bébé ne faisait que hoqueter ou faire des grimaces amusantes. Elle aimait sa présence, le sentiment de sécurité qu'il apportait, et Henri changeait aussi. Marina voyait dans ses yeux une lumière qui n'existait pas auparavant. Elle voyait comment il souriait plus facilement, comment il parlait avec moins de poids dans la voix, comment il se permettait de se détendre au lieu de vivre constamment tendu et sur ses gardes. Un soir, alors que Sofia dormait et qu'ils étaient tous les deux assis sur le petit canapé du salon, Marina posa enfin une question qu'elle gardait pour elle depuis des semaines. « Henri, as-tu déjà pensé à reprendre le travail de médecin ?» Il resta silencieux un long moment, regardant ses propres mains. « Tous les jours, mais j'ai peur aussi. Peur d'échouer à nouveau, peur de ne plus être assez bon, peur que la douleur revienne et me détruise complètement cette fois. » « Tu n'échoueras pas. Tu es un médecin incroyable. N'importe qui peut le voir, rien qu'en observant comment tu t'occupes de Sofia, comment tu comprends chaque détail, chaque besoin. S'occuper de Sofia, c'est différent. Il n'y a pas la pression de la vie ou de la mort. Il n'y a pas le poids de décisions irréversibles. Toute décision avec un bébé est une question de vie ou de mort, Henri, et tu as fait tous les bons choix. » Il tourna le visage pour la regarder, et Marina vit des larmes briller dans ses yeux. « Et si j'échoue encore, et si je perds quelqu'un? Je ne sais pas si je peux supporter de revivre ça. » Marina tendit la main et prit la sienne fermement. « Tu n'es plus seule. Si un jour quelque chose ne va pas, et les choses peuvent mal tourner parce que c'est la vie, tu ne seras pas seule pour y faire face. Je serai là. Florence sera là. Sofia sera là. Tu as un réseau de soutien maintenant. Tu as une famille. » Le mot « famille » résonna dans l'air comme une cloche, et Henri laissa échapper un sanglot contenu, essuyant ses larmes avec la manche de sa chemise. « Je ne mérite pas ça. Je ne vous mérite pas. »« Si, tu le mérites, et il est temps que tu commences à y croire. » Cette nuit-là, quelque chose changea définitivement entre eux. Ce ne fut pas quelque chose dit à voix haute, pas un moment dramatique ou une déclaration romantique. Ce fut juste une compréhension silencieuse qu'ils construisèrent quelque chose ensemble, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude ou de l'obligation. Ils construisaient un foyer. Ils devenaient une famille. Les jours suivants,
apportèrent une nouvelle légèreté à la routine. Henri se mit à fréquenter l'appartement comme si c'était sa deuxième maison, arrivant le matin avec des pains frais de la boulangerie, aidant Marina dans les tâches ménagères, passant des heures à jouer avec Sofia qui commençait déjà à le reconnaître et à sourire quand il arrivait. Marina reprit le travail de serveuse à temps partiel, tandis qu'Henri s'occupait de Sofia pendant ces heures. Florence aidait aussi dès qu'elle le pouvait, formant une sorte de réseau de soutien que Marina n'aurait jamais imaginé avoir. C'est au cours d'un de ces après-midi que Florence attira Marina dans la cuisine, loin d'Henri qui était dans le salon avec Sofia, et lui parla à voix basse. « Tu es en train de tomber amoureuse de lui, n'est-ce pas ?» Marina sentit son visage s'échauffer, son cœur s'accélérer. « Je ne sais pas, c'est compliqué. » « Ce n'est pas compliqué, c'est évident. Tu le regardes d'une manière différente, et il te regarde de la même manière. Il est encore en convalescence, Florence. Il a perdu une fille, une femme, toute une carrière. Je ne peux pas simplement débarquer et tout compliquer avec des sentiments. » Florence secoua la tête en souriant. « Les sentiments ne compliquent pas. Les sentiments guérissent. Et vous avez tous les deux besoin de guérir. Vous méritez tous les deux d'être heureux. » Marina se mordit la lèvre, regardant par la porte de la cuisine où Henri berçait Sofia en chantant doucement. Elle voulait croire que Florence avait raison. Elle voulait croire qu'elle pouvait se permettre de ressentir autre chose que de la gratitude. Mais elle avait peur aussi. Peur d'être rejetée, peur de gâcher ce qu'ils avaient construit, peur qu'Henri soit encore trop prisonnier du passé pour envisager un avenir. Par une nuit de février, alors que l'hiver commençait enfin à céder la place au printemps, Marina et Henri se trouvaient sur le petit balcon de son appartement, regardant les lumières de Paris qui scintillaient au loin. Sofia dormait paisiblement dans la poussette à côté, enveloppée dans des couvertures douces. « Marina, je dois te dire quelque chose. » Henri parla lentement, sans quitter l'horizon des yeux. Le cœur de Marina s'accéléra, un mélange d'attente et de nervosité s'emparant d'elle. « Qu'est-ce que c'est ? Quand tu es apparue cette nuit-là, enceinte, désespérée, demandant de l'aide, j'ai pensé que tu n'étais qu'une personne de plus, que la vie mettait sur mon chemin pour me rappeler tout ce que j'avais perdu. Mais tu n'étais pas ça. Tu étais le contraire. Tu étais une seconde chance. » Il tourna enfin le visage pour la regarder, et Marina vit une vulnérabilité pure dans ses yeux. « J'ai passé des mois à croire que ma vie était finie, qu'il n'y avait plus de but, que le mieux que je pouvais faire était de disparaître lentement jusqu'à ne plus exister. Mais ensuite, tu es apparue. Et puis Sofia. Et vous m'avez rappelé qu'il y a encore de la beauté dans le monde. Il y a encore de l'amour. Il y a encore une raison de se lever le matin. » Marina sentit les larmes couler sur son visage, mais ne les essuya pas. Elle écoutait simplement, car elle savait qu'Henri avait besoin de dire cela. « Je ne sais pas ce que je suis pour toi. Je ne sais pas si je suis juste quelqu'un qui t'a aidé dans un moment difficile, ou si je suis quelque chose de plus. Mais j'ai besoin que tu saches que tu as changé ma vie. Toi et Sofia êtes la raison pour laquelle je suis revenu. Vous êtes la raison pour laquelle je veux être meilleur. » Marina respira profondément, sentant son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. « Tu n'es pas juste quelqu'un qui m'a aidé, Henri. Tu es bien plus que ça. Tu es la personne qui m'a fait croire à nouveau qu'il existe de bons hommes dans le monde, qu'il existe des gens qui se soucient vraiment des autres. Tu es la famille que j'ai choisie, et la famille dont Sofia a besoin. » Ils restèrent silencieux un moment, le poids des mots flottant dans l'air frais de la nuit. Et puis, lentement, Henri tendit la main et entrelaça ses doigts dans ceux de Marina. C'était un geste simple, mais chargé de sens. C'était une promesse silencieuse. C'était un début. Marina serra sa main en retour, souriant à travers ses larmes. Ce n'était pas une fin heureuse. Il y avait encore beaucoup à régler, beaucoup à guérir, beaucoup à construire. Mais c'était un début. Et parfois, le début est la partie la plus importante. Cette nuit-là, en rentrant à l'appartement de Marina, avec Sofia dormant tranquillement dans la poussette, ils marchaient côte à côte dans les rues de Paris. Ils ne disaient rien mais n'en avaient pas besoin. La compagnie silencieuse suffisait, et pour la première fois depuis longtemps, Marina et Henri se permirent tous deux de croire que peut-être, juste peut-être, l'avenir pourrait être meilleur que le passé. Mais l'avenir, comme toujours, réservait des surprises. Certaines bonnes,
d'autres moins. Et la prochaine surprise était sur le point d'arriver sous la forme d'un fantôme du passé que Marina pensait avoir laissé derrière elle. Chapitre 4. Avril arriva, apportant avec lui la douceur caractéristique du printemps parisien et une sensation de renouveau qui semblait tout imprégner. Marina avait trouvé un meilleur emploi dans un café du quartier asiatique avec des horaires plus flexibles et un salaire qui lui permettait de respirer un peu plus tranquillement. Sofia grandissait, en bonne santé et forte, ayant maintenant 3 mois, souriant à quiconque croisait son chemin et reconnaissant parfaitement Marina et Henri. La routine des trois s'était solidifiée d'une manière qui semblait naturelle, presque comme si cela avait toujours été ainsi. Henri passait les matinées avec Sofia pendant que Marina travaillait, puis se rendait à son propre appartement pour faire des missions de consultant médical informel pour quelques petites cliniques, aidant à réviser les protocoles et à former les équipes. Ce n'était pas la médecine qu'il pratiquait auparavant, mais c'était un pas dans la bonne direction. Les après-midi étaient le moment sacré. Henri retournait à l'appartement de Marina et tous les trois passaient des heures ensemble. Sofia commençait déjà à émettre des sons, ces balbutiements décousus qui faisaient rire Marina et Henri les faisait feindre de comprendre chaque mot inventé. C'était un bonheur simple, mais profond. C'est lors d'un de ces après-midi ensoleillés d'avril que tout changea. Marina était dans la cuisine en train de préparer un jus quand elle entendit la sonnette retentir. C'était étrange car elle n'attendait personne. Florence avait prévenu qu'elle ne pourrait pas passer ce jour-là et Henri avait la clé de l'immeuble. Il ne sonnait jamais. S'essuyant les mains sur un torchon, Marina se dirigea vers la porte et l'ouvrit sans regarder par le Judas. Et là, son cœur s'arrêta. Romain était là. Grand, les cheveux sombres peignés en arrière, une chemise blanche et un jean qu'il pensait toujours le faire paraître plus mûr qu'il ne l'était vraiment. Le même Romain qui l'avait abandonné enceinte. Le même Romain qui avait dit qu'il n'était pas prêt à être père. Le même Romain qui avait simplement disparu quand elle avait le plus besoin de lui. Marina resta paralysée, sentant le sang se glacer dans ses veines. « Salut, Marina !» Sa voix était calme, presque désinvolte, comme s'il ne s'était pas vu depuis des mois, comme s'il ne l'avait pas abandonnée de la manière la plus cruelle possible. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» Les mots sortirent de plus dur que Marina ne l'avait prévu, mais elle s'en moquait. Romain ne méritait aucune délicatesse. « Je suis venu voir ma fille. » Marina sentit la colère exploser dans sa poitrine. « Ta fille ? Tu n'as pas de fille, Romain. Tu as renoncé à ce droit quand tu m'as laissée seule, enceinte, sans argent, sans soutien. » Romain soupira, comme s'il avait affaire à une enfant têtue, et Marina eut envie de lui claquer la porte au nez. « Je sais que j'ai fait une erreur. J'avais peur, je n'étais pas prêt. Mais j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers mois et je veux arranger les choses. Je veux être un père. Je veux être présent dans sa vie. » Marina croisa les bras, bloquant l'entrée. « Tu ne peux pas simplement débarquer ici et faire comme si de rien n'était. Sofia a 3 mois. 3 mois pendant lesquels tu n'as pas donné le moindre signe de vie. Pas un message, pas un appel. Tu n'as pas demandé si nous étions en vie. Je sais, et j'en suis désolé. Mais maintenant je suis là. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. » Marina s'apprêtait à répondre quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit Henri avec Sofia dans les bras, venant du salon. Il s'arrêta en voyant Romain, et son expression changea instantanément pour un mélange de prudence et de protection. « C'est qui, lui ?» demanda Romain, regardant Henri avec une méfiance à peine dissimulée. « Ça ne te regarde pas », répondit froidement Marina, mais Romain ne quitta pas Henri des yeux, analysant chaque détail. La chemise simple, le pantalon ordinaire, l'apparence encore un peu marquée par les mois passés dans la rue. « Tu vis avec quelqu'un ? Il y a déjà un autre type qui s'occupe de ma fille ? » Henri n'est pas un type quelconque. Il est plus un père pour Sofia que tu ne le seras jamais. Les mots sortirent avec une force qui surprit Marina elle-même, mais elle ne le regretta pas. C'était la vérité. Romain fit un pas en arrière et Marina vit quelque chose de dangereux traverser son visage. Ce n'était pas du regret, c'était de l'orgueil blessé, c'était de la colère. « C'est comme ça alors. Tu me remplaces par un inconnu et tu t'attends à ce que je l'accepte sans rien dire ?» Henri prit enfin la parole, la voix calme mais ferme. « Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. »
Et qui es-tu pour me donner des ordres? Son nouveau copain? Le papa de substitution de ma fille? Marina vit Henri serrer protecteurement ses bras autour de Sofia, mais il garda sa voix maîtrisée. Je suis la personne qui était là quand vous n'y étiez pas. La personne qui a aidé Marina quand elle était seule et désespérée. La personne qui est là tous les jours pour prendre soin, soutenir, être présent. Romain eut un rire sec, sans humour. C'est beau, très noble de ta part. Mais ça ne change rien au fait qu'elle est ma fille. Et j'ai des droits. Vous avez renoncé à vos droits en abandonnant Marina, répondit Henri. Et Marina vit la fermeté dans ses yeux. Ce n'était pas de l'agressivité. C'était de la protection. Romain regarda Marina avec une expression qu'elle connaissait bien. C'était le regard qu'il prenait quand il préparait quelque chose, quand il calculait ses prochains coups. On verra ce que la justice a à dire à ce sujet. Et sur ces mots, il se retourna et descendit les escaliers, laissant Marina tremblante de colère et de peur. Henri ferma doucement la porte et déposa Sofia dans son berceau avant de s'approcher de Marina, qui s'était effondrée sur le canapé, le visage entre les mains. « Il ne peut rien faire, Marina. Il vous a abandonné. N'importe quel juge le verra. » Marina secoua la tête, les larmes coulant entre ses doigts. « Tu ne connais pas Romain. Il est manipulateur. Il sait comment tourner les situations à son avantage. Et s'il veut vraiment créer des problèmes, il le fera. Alors nous serons prêts. Je ne laisserai rien vous arriver, ni à toi, ni à Sofia. » Marina leva le visage et regarda Henri, voyant la détermination dans ses yeux. Et pour la première fois depuis que Romain était apparu à la porte, elle sentit qu'elle pourrait peut-être y faire face. Les jours suivants furent tendus. Marina ne reçut aucun message de Romain, aucun appel, aucun signe qu'il allait vraiment mettre ses menaces à exécution. Mais le sentiment de danger flottait dans l'air comme un lourd nuage. Henri se mit à passer plus de temps à l'appartement, y vivant pratiquement, dormant sur le canapé, refusant de laisser Marina et Sofia seules. Florence passait aussi plus souvent, apportant de la nourriture, de la compagnie et le soutien moral dont Marina avait désespérément besoin. C'est Florence qui, un après-midi, apporta des nouvelles qui firent sombrer le cœur de Marina. « Marina, j'ai vu Romain hier. Il était dans le centre, près du palais de justice. Et il parlait à un avocat. Je les ai entendus parler d'une procédure de garde. » Marina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il le fait vraiment, il essaie de m'enlever Sofia. Henri, qui était à côté d'elle, posa sa main sur son épaule. « Il n'y arrivera pas. Tu es sa mère. Tu t'occupes d'elle depuis le premier jour. Aucun juge ne t'enlèvera Sofia. » Mais Marina n'en était pas si sûre. Romain venait d'une famille aisée. Il avait des contacts, des ressources, la capacité d'engager les meilleurs avocats. Et elle? Elle n'était qu'une serveuse de 23 ans, vivant dans un minuscule appartement en location, ayant à peine de quoi payer ses factures. Les cauchemars commencèrent cette nuit-là. Marina rêvait de tribunaux, de juges lui arrachant Sofia des bras, de Romain riant en emmenant le bébé. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre, et ne parvenait à se rendormir qu'après avoir vérifié le berceau et vu Sofia là en sécurité, respirant tranquillement. Une semaine plus tard, la convocation arriva. Marina ouvrit l'enveloppe les mains tremblantes et lut les mots qui confirmaient ses pires craintes. Romain avait entamé une procédure de réglementation de la garde, alléguant que Marina élevait sa fille dans un environnement inapproprié et que Sofia avait besoin d'une structure paternelle. Le document était rempli de mensonges. Il disait que Marina vivait avec un inconnu au passé douteux, qu'elle n'avait pas de situation financière stable, qu'elle exposait l'enfant à des risques inutiles. Romain avait déformé chaque détail de la réalité pour construire un récit où il était le père inquiet, essayant de protéger sa fille d'une mère irresponsable. Marina lut et relut le document, sentant la colère et le désespoir se battre en elle. Il ment sur tout. Henri prit le papier de ses mains et le lut attentivement, la mâchoire serrée. « Nous allons prouver que ce sont des mensonges. Nous obtiendrons des témoins, des documents, tout ce qui sera nécessaire. » Mais Marina savait que ce ne serait pas simple, car Romain ne mentait pas seulement. Il manipulait intelligemment des vérités partielles. Oui, elle vivait avec l'aide financière d'Henri. Oui, Henri avait vécu dans la rue. Oui, elle n'avait pas encore une stabilité financière complète.
Romain utilisait tout cela contre elle, dressant un tableau où elle paraissait incapable et irresponsable. Dans les jours qui suivirent, Marina et Henri commencèrent à se préparer à la bataille juridique qui s'annonçait. Henri contacta d'anciens collègues de l'hôpital, obtenant des lettres de recommandation qui attestaient de son caractère et de sa compétence. Marina rassembla toutes les preuves qu'elle s'occupait bien de Sofia, des dossiers médicaux, des photos, des témoignages de voisins. Florence se révéla une alliée inestimable. Elle connaissait quelques personnes travaillant dans le système judiciaire et obtint des informations sur l'avocat que Romain avait engagé. C'était un homme connu pour ses affaires douteuses, pour défendre des causes en utilisant des tactiques discutables mais efficaces. Marina, ce type ne joue pas franc jeu. Il va essayer de te déstabiliser, de te faire passer pour une mauvaise personne devant le juge. Alors qu'est-ce que je fais? Tu ne mords pas à l'hameçon, tu gardes ton calme, tu dis la vérité, tu montres qui tu es vraiment, et tu as confiance que la vérité prévaudra. Mais la vérité ne prévaut pas toujours, Marina le savait. Parfois, celui qui avait le plus d'argent, le plus de ressources, le plus de capacité de manipulation gagnait. Et Romain avait tout cela. La première audience fut fixée pour la fin du mois d'avril. Marina dormit à peine, les jours précédents, répétant mentalement chaque mot qu'elle dirait, chaque réponse qu'elle donnerait. Henri resta à ses côtés tout le temps, offrant un soutien silencieux, mais constant. Le matin de l'audience, Marina enfila la plus belle tenue qu'elle possédait, une robe simple mais présentable que Florence l'avait aidée à choisir. Elle laissa Sofia à une voisine de confiance, ne voulant pas exposer le bébé à cette atmosphère tendue. Le palais de justice était un bâtiment ancien et imposant au centre de Paris, avec de longs couloirs où chaque pas résonnait. Marina marchait aux côtés d'Henri, les jambes flageolantes, le cœur dans la gorge. Quand ils entrèrent dans la salle d'audience, Romain était déjà là. Il était impeccable, en costume gris parfaitement coupé, les cheveux coiffés, une expression de préoccupation artificielle sur le visage. À côté de lui, son avocat, un homme d'âge mûr aux yeux froids et calculateurs. Marina s'assit du côté opposé, avec Henri à ses côtés, et l'avocat que Florence avait réussi à lui recommander, un homme plus âgé mais expérimenté, qui travaillait sur des affaires pro bono. Le juge entra, un homme d'une 60aine d'années, les cheveux grisonnants et l'expression sérieuse. Il lut brièvement le dossier, puis regarda les deux parties. « Nous allons commencer. Monsieur Romain vous alléguez que la mère de l'enfant n'offre pas des conditions adéquates pour son éducation. Quelles sont spécifiquement vos préoccupations ?» Romain se leva, adoptant une posture que Marina connaissait bien. C'était la posture de la victime inquiète qu'il utilisait quand il voulait manipuler quelqu'un. « Monsieur le juge, j'aime ma fille profondément. Et c'est précisément pour cela que je suis ici. Marina vit dans un petit appartement précaire, avec un homme qui, jusqu'à récemment, vivait dans la rue. Elle n'a pas de stabilité financière, travaille à des horaires irréguliers, expose ma fille à des situations à risque. » L'avocat de Romain compléta. « De plus, monsieur le juge, nous avons des preuves que l'homme qui vit avec la défendresse a un passé problématique. Il a été médecin, mais a abandonné sa profession dans des circonstances douteuses. » Marina sentit la colère bouillir en elle, mais Henri posa sa main sur la sienne, la maintenant ferme. Le juge regarda Marina. « Madame Marina, qu'avez-vous à dire sur ces allégations ?» Marina respira profondément et se leva, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. « Monsieur le juge, tout ce que Romain a dit est une déformation de la vérité. Oui, mon appartement est petit, mais il est propre, sûr et adéquat pour élever un enfant. Oui, Henri a traversé des difficultés, mais c'est un médecin respecté qui a aidé à l'accouchement de ma fille et a été une présence constante et positive dans sa vie. Et concernant les allégations d'instabilité financière, je travaille, monsieur le juge, je paie mes factures, je m'occupe de ma fille avec tout l'amour et le dévouement possible. Romain, en revanche, m'a abandonnée enceinte. Il n'a pas versé un centime de pension alimentaire, n'a pas demandé si nous allions bien, il a simplement disparu. Et maintenant il se présente en voulant des droits auxquels il a lui-même renoncé. » L'avocat de Romain intervint rapidement. « Monsieur le juge, mon client reconnaît avoir commis des erreurs par le passé. Mais il est ici maintenant, voulant assumer ses responsabilités. C'est son droit d'avoir accès à sa fille. » Le juge prit quelques notes, puis regarda directement Romain. «
Monsieur Romain, pourquoi avez-vous abandonné la mère de votre fille pendant sa grossesse? Romain hésita une fraction de seconde, mais se reprit rapidement. J'avais peur, monsieur le juge. Je n'étais pas préparé psychologiquement, mais j'ai cherché de l'aide, j'ai suivi une thérapie, et maintenant je suis en mesure d'être un bon père. Et pourquoi avoir attendu 3 mois après la naissance pour faire valoir vos droits? Romain hésita de nouveau. J'avais besoin de temps pour me préparer adéquatement. Je voulais être sûr d'être vraiment prêt. Le juge ne parut pas convaincu, mais garda une expression neutre. Je vais demander des évaluations psychologiques des 2 parties et une visite d'assistante sociale au domicile de Madame Marina. D'ici là, la garde reste à la mère, mais j'établis un régime provisoire de visite supervisée pour le père. Marina sentit le sol s'effondrer. Des visites? Romain aurait accès à Sofia? Le juge frappa de son marteau, clôturant l'audience. Marina sortit de la salle en titubant, Henri la soutenant par le bras. Dehors, Romain passa près d'eux avec un sourire suffisant aux lèvres. « À bientôt, Marina. Tu verras bientôt que j'obtiens toujours ce que je veux. » Les mots résonnèrent dans la tête de Marina, tandis qu'Henri la sortait du palais de justice. Elle avait gagné en partie car Sofia restait avec elle. Mais Romain avait obtenu ce qu'il voulait. Il avait réussi à semer le doute, à obtenir l'accès à sa fille, à faire paraître Marina fragile et mal préparée. Et le pire était à venir. Car Romain n'était pas intéressé à être un père. Romain était intéressé par le contrôle, par prouver qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, par faire payer Marina d'avoir avancé sans lui. Cette nuit-là, Marina pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Henri resta à ses côtés, lui tenant la main, offrant la présence silencieuse dont elle avait tant besoin. Et tandis que Sofia dormait tranquillement dans son berceau, inconsciente de la tempête qui se formait autour d'elle, Marina fit une promesse silencieuse. Elle se battrait. Elle se battrait de toutes ses forces, parce que Sofia était sa fille, sa raison de vivre, et personne, absolument personne, ne lui enlèverait cela. Mais la bataille ne faisait que commencer, et Romain avait plus de cartes dans sa manche que Marina ne l'imaginait. Chapitre 5. Les semaines qui suivirent la première audience furent les plus difficiles que Marina ait jamais affrontées. Les visites supervisées de Romain commencèrent, se déroulant le samedi matin dans une salle spécifique du palais de justice, avec une assistante sociale présente en permanence. Marina devait y amener Sofia, confier sa fille au bras de cet homme qui l'avait abandonnée et attendre 2 heures angoissantes à l'extérieur avant de pouvoir la récupérer. La première visite fut dévastatrice. Sofia pleura presque tout le temps, ne reconnaissant pas Romain, se sentant mal à l'aise dans ses bras, voulant retourner auprès de Marina. Romain fut visiblement irrité mais maintint sa posture de père inquiet devant l'assistante sociale. Quand Marina put enfin reprendre Sofia, le bébé avait le visage rouge d'avoir tant pleuré et Marina sentit son cœur se briser. Henri était toujours à ses côtés, attendant sur les chaises inconfortables du couloir, lui offrant de l'eau, des mots de réconfort, la présence ferme dont Marina avait besoin pour ne pas s'effondrer complètement. Il était devenu son pilier, la personne sans laquelle elle n'aurait pas pu affronter tout cela. Mais Romain ne se contentait pas des visites. Il avait lancé une campagne silencieuse, mais efficace pour détruire la réputation de Marina. Il créa de faux profils sur les réseaux sociaux où il propageait des informations déformées sur sa situation, insinuant qu'elle était une mère négligente, qu'elle vivait avec un homme au passé douteux, qu'elle exposait sa fille à des dangers. Les messages parvenaient à Marina par des connaissances qui la reconnaissaient sur les photos modifiées et les partageaient par inquiétude. Chaque publication était un coup de poignard, chaque commentaire malveillant une couche de douleur supplémentaire. Marina voyait son image être détruite publiquement, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Signaler les profils était inutile. Ils étaient toujours recréés sous de nouveaux noms. C'est Florence qui réalisa que quelque chose de plus se tramait. Un après-midi de Bankston Center, mais elle se présenta à l'appartement de Marina avec une expression sérieuse qui mit immédiatement Marina en alerte. « Qu'y a-t-il » Florence regarda Henri qui tenait Sofia dans ses bras, puis de nouveau Marina. « Je pense que Romain prépare quelque chose de plus grand, au-delà de la garde. » « Comment ça ?» Florence sortit son téléphone de sa poche et montra une conversation qu'elle avait interceptée grâce à une connaissance travaillant dans une clinique médicale près des Champs-Élysées. « Regarde ça.
Romain est allé dans une clinique privée il y a quelques jours. La réceptionniste, a entendu parler avec un médecin, essayant d'obtenir une sorte de rapport ou de certificat médical frauduleux. Marina sentit son sang se glacer. Un rapport sur quoi? Sur toi. Il voulait quelque chose qui prouverait que tu as des problèmes psychologiques, que tu n'es pas apte à t'occuper d'un enfant. Henri se leva immédiatement, son expression passant de la colère à la détermination. C'est illégal. Il peut être arrêté pour ça. Florence secoua la tête. Seulement si nous obtenons des preuves concrètes. Et pour l'instant, ce n'est que la parole d'une réceptionniste. Il nous en faut plus. Alors nous en obtiendrons plus, dit Marina, sentant une détermination grandir en elle. Elle était fatiguée d'être la victime, fatiguée de ne faire que réagir aux attaques de Romain. Il était temps de passer à l'offensive. Les trois se mirent à enquêter discrètement sur les agissements de Romain. Florence, avec son réseau de contacts disséminés dans tout Paris, obtenait des informations qui semblaient impossibles à trouver. Ils découvrirent que Romain avait tenté de corrompre non pas un mais 3 médecins différents, cherchant quelqu'un qui accepterait de délivrer un faux rapport. 2 refusèrent. Le 3e accepta. Florence obtint le nom du médecin, un homme qui avait déjà été poursuivi pour conduite contraire à l'éthique, mais qui avait toujours sa licence. Le plan était clair. Ils avaient besoin de preuves matérielles de la négociation entre Romain et ce médecin. Henri, avec son expérience dans le milieu médical, connaissait des gens qui pouvaient aider. Il contacta un ancien collègue enquêteur du Conseil de l'Ordre des médecins, expliqua la situation et obtint qu'une enquête discrète soit ouverte sur le médecin en question. Pendant ce temps, Marina devait continuer sa routine, emmener Sofia aux visites de Romain, sourire à l'assistante sociale, prétendre que tout allait bien alors qu'en réalité, elle s'effondrait de l'intérieur. C'est lors de la 4e visite que quelque chose changea. Marina arriva au palais de justice comme d'habitude, avec Sofia dans les bras et Henri à ses côtés. Mais cette fois, en donnant le bébé à Romain, elle remarqua un changement dans son comportement. Il était nerveux, regardant constamment son téléphone, évitant le contact visuel direct. L'assistante sociale le remarqua aussi. « Monsieur Romain, tout va bien ?»« Très bien, juste quelques affaires professionnelles en suspens. » Mais pendant toute la visite, Romain prêta à peine attention à Sofia. Il tenait le bébé machinalement, distrait, pensant clairement à autre chose. À la fin de la séance, il jeta presque Sofia dans les bras de Marina et partit en courant, le téléphone collé à l'oreille. Marina et Henri se regardèrent. Quelque chose se passait. La réponse vint le soir même, lorsque Florence arriva à l'appartement, les yeux brillants d'excitation. « On les a. Vous avez quoi? Les preuves? Le médecin qui a accepté le pot de vin? Il était sur écoute. Il y avait une plainte antérieure, en cours et le Conseil de l'Ordre avait placé des micros dans son cabinet. Et devinez qui apparaît sur les enregistrements, en train de négocier un faux rapport? « Romain !» murmura Marina, ressentant un mélange de soulagement et de choc. Florence acquiesça en souriant. « Romain, avec tous les détails. Il a offert de l'argent, a spécifié exactement ce qu'il voulait dans le rapport, a expliqué au médecin comment le faire paraître légitime. Tout est enregistré, tout est documenté. » Marina sentit ses jambes flageoler et s'assit lourdement sur le canapé. C'était réel. Ils avaient la preuve. Que Romain mentait, manipulait, tentait de la détruire par des moyens illégaux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Henri, prenant déjà son téléphone. « On apporte ça au juge, on le porte à la police. Ça change tout. » Les jours suivants, l'équipe d'avocats mobilisée par Florence passa à l'action. Les enregistrements furent officiellement présentés au juge chargé de l'affaire, accompagnés de la documentation complète sur les tentatives de corruption et la campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, que des enquêteurs en technologie avaient réussi à remonter jusqu'à des appareils connectés à Romain. La réaction fut immédiate et foudroyante. Une nouvelle audience fut convoquée d'urgence. Cette fois, lorsque Marina entra dans la salle, l'atmosphère était complètement différente. Le juge avait une expression sévère et Romain était visiblement nerveux, transpirant malgré la climatisation glaciale. « Monsieur Romain, j'ai ici des preuves graves que vous avez tenté de manipuler cette procédure par des moyens illicites. Avez-vous quelque chose à dire ?» L'avocat de Romain tenta d'intervenir, mais le juge l'interrompit. « Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à votre client. » Romain ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. L'homme toujours si confiant,
Toujours si, maître de lui était complètement désarmé. Le juge continua, la voix chargée d'autorité et d'indignation. Tentative de corruption pour obtenir un faux rapport médical, campagne de diffamation via de faux profils sur les réseaux sociaux, manipulation de preuves. Monsieur Romain, non seulement vous avez démontré que vous n'êtes pas apte à avoir la garde de cet enfant, mais vous avez également commis des crimes qui seront transmis aux autorités compétentes. Marina sentit des larmes de soulagement couler sur son visage. C'était réel, ça se passait. Les visites sont suspendues immédiatement, la garde reste exclusivement à la mère. Et je vous recommande vivement de trouver un bon avocat pénaliste, car vous en aurez besoin. Le marteau tomba, et c'est comme si un poids immense était retiré des épaules de Marina. Henri la serra dans ses bras là, devant tout le monde, et Marina se laissa aller à des larmes de soulagement et d'épuisement. Romain quitta la salle la tête basse, évitant le regard de tous. Son avocat tenta de dire quelque chose, mais il fit simplement un signe de la main et disparut dans le couloir. C'était la fin. Son plan avait échoué, ses mensonges avaient été exposés, et il allait maintenant faire face aux conséquences légales de ses actes. Marina sortit du palais de justice, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Mais le sentiment de victoire fut de courte durée. 2 jours plus tard, alors que Marina travaillait au café, elle reçut un appel désespéré d'Henri. « Marina, tu dois rentrer tout de suite. C'est Sophia. » Le cœur de Marina s'arrêta. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une très forte fièvre. Elle vomit. Je l'emmène déjà à l'hôpital. Marina laissa tout tomber et courut. Elle prit le premier taxi qu'elle vit, donnant l'adresse de l'hôpital d'une voix tremblante. Le trajet sembla durer une éternité, chaque minute un siècle d'angoisse. Quand elle arriva enfin à l'hôpital, elle trouva Henri faisant les 100 pas dans le couloir des urgences pédiatriques, avec Sophia dans ses bras, enveloppée dans des serviettes humides. Le bébé était pâle, gémissant doucement, souffrant visiblement. Qu'ont dit les médecins? Ils font des examens. Ça pourrait être une infection grave. Ils sont inquiets. Marina prit Sophia dans ses bras, sentant la chaleur de la fièvre irradier du petit corps. Le bébé ouvrit les yeux et la regarda avec une expression qui brisa le cœur de Marina. C'était une expression de douleur, de ne pas comprendre ce qui se passait. « Tout va bien se passer, ma chérie, maman est là. » Mais Marina n'était pas sûre que tout irait bien. La peur qu'elle ressentait était paralysante, différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Des heures passèrent dans un brouillard d'examens, de médecins entrant et sortant, de conversations en termes techniques que Marina peinait à comprendre. Henri traduisait quand il le pouvait, expliquait les procédures, mais même lui était visiblement inquiet. Finalement, le médecin responsable appela Marina et Henri dans une salle privée. C'était un homme plus âgé, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués, qui avait vu beaucoup de souffrance. Sophia a une occlusion intestinale. C'est grave, mais traitable. Cependant, elle aura besoin d'une intervention chirurgicale, et il faut que ce soit rapide. Marina sentit le monde tourner. Une opération? Mais elle est si petite. Je sais, mais c'est la seule option. Si nous n'opérons pas dans les prochaines heures, la situation pourrait s'aggraver très rapidement. Qui va opérer? Le médecin hésita. Nous avons un chirurgien pédiatrique de garde, mais il est dans une autre opération qui pourrait durer des heures, et nous n'avons pas le temps d'attendre. Henri, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit la parole pour la première fois. « Je peux opérer. » Tous les yeux se tournèrent vers lui. Le médecin fronça les sourcils. « Vous êtes médecin? » ?»« Oui, spécialiste en obstétrique, mais j'ai aussi fait mon internat en chirurgie générale. J'ai travaillé dans cet hôpital pendant des années. Je connais la procédure. » Le médecin regarda Henri avec une reconnaissance croissante dans les yeux. « Vous êtes le docteur Henri Laurent. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation chargée de surprise et de respect. « C'est moi. » Le médecin regarda Marina, puis de nouveau Henri. « Docteur Laurent, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes absent depuis des mois. Vous n'avez pas opéré. Êtes-vous prêt pour cela? » Henri ferma les yeux un long moment, et Marina vit la bataille qui se déroulait en lui. Elle vit la peur, le doute, la culpabilité du passé essayant de le paralyser, mais elle vit aussi autre chose. Elle vit la détermination, elle vit l'amour,
Elle vit la nécessité de faire ce qui était juste, même si c'était la chose la plus terrifiante qu'il pouvait faire. Quand Henri rouvrit les yeux, il y avait de la certitude en eux. « Je suis prêt. » Le médecin acquiesça lentement. « Alors, préparons la salle. Mais je dois être sûr de votre décision. Elle ne peut être annulée. » Henri regarda Marina, et elle vit tout ce qu'il ne disait pas à voix haute. Elle vit la demande de pardon anticipée si quelque chose tournait mal. Elle vit la promesse de faire tout ce qui était en son pouvoir. Elle vit l'amour qu'il ressentait pour Sofia, pour elle, pour cette famille improvisée qu'ils avaient construite. Marina posa sa main sur la sienne et la serra fort. « J'ai confiance en toi. » Ce n'étaient que 4 mots, mais ils portaient le poids de tout. C'était la permission dont Henri avait besoin. C'était le vote de confiance qui le libérait du passé. Henri acquiesça, respira profondément, puis se tourna vers le médecin. « Commençons les préparatifs. » L'heure suivante fut une course effrénée de personnes en mouvement, d'équipements, préparés de Sofia emmenée en salle d'opération. Marina eut quelques minutes pour tenir sa fille, embrasser son front chaud, lui murmurer des mots d'amour et d'encouragement que le bébé ne pouvait comprendre, mais qui devaient être dits. Quand Sofia fut emmenée, Marina s'effondra sur une chaise dans le couloir avec Florence à ses côtés lui tenant la main. Florence était arrivée en courant dès qu'elle l'avait su, laissant tout tomber pour être là. « Il va y arriver. Henri est un médecin incroyable. Il va sauver notre Sofia. » Marina ne pouvait qu'acquiescer, les larmes coulant sans cesse. Tout dépendait, maintenant d'Henri, de l'homme qu'elle avait trouvé vivant dans la rue, de l'homme qui l'avait sauvé dans son moment le plus désespéré, de l'homme qui tenait maintenant la vie de sa fille entre ses mains. À l'intérieur de la salle d'opération, Henri se lavait les mains avec des mouvements automatiques que son corps se rappelait encore parfaitement. Il enfila la blouse chirurgicale avec l'aide de l'équipe, mit les gants stériles, regarda Sofia endormie sur la table sous anesthésie. Elle était si petite, si fragile, exactement comme sa fille l'avait été. Pendant un instant, la peur menaça de le paralyser. Les souvenirs revinrent avec une force totale. La salle d'opération précédente, le bébé qu'il n'avait pas pu sauver, le son du moniteur émettant ce bip long et final qui signifiait la fin. Mais ensuite, Henri pensa à Marina. Il pensa à Sofia riant quand il faisait des grimaces idiotes. Il pensa au matin calme dans le petit appartement, à la chaleur du café qu'il partageait, au plan silencieux d'un avenir qui pouvait encore être construit. Et il sut qu'il n'allait pas échouer. Pas cette fois. On peut commencer. L'opération commença et Henri plongea dans une concentration absolue. Ses mains se déplaçaient avec une précision millimétrique, chaque incision calculée, chaque mouvement délibéré. L'équipe autour de lui travaillait en parfaite synchronisation, anticipant chaque besoin, répondant à chaque commande. 30 minutes passèrent, puis 1 heure, puis près de 2. Dehors, Marina faisait les 100 pas, incapable de rester en place. Florence avait apporté du café, mais il refroidissait, intact dans les mains de Marina. Finalement, la porte de la salle d'opération s'ouvrit. Henri sortit lentement, encore en tenue chirurgicale, le visage couvert de sueur. Mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de Marina, il sourit. « Elle va bien. L'opération a été un succès. » Marina sentit ses jambes flageoler, et Henri la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Ils restèrent enlacés là, dans le couloir glacial de l'hôpital, pleurant ensemble, laissant toute la peur et la tension s'échapper en larmes de soulagement. « Je t'avais dit que j'avais confiance en toi », murmura Marina, et Henri resserra son étreinte. « Merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. » La convalescence de Sofia serait longue, mais elle était hors de danger. Et Henri avait prouvé à lui-même et au monde qu'il était toujours le brillant médecin qu'il avait toujours été, que le passé ne le définissait pas, qu'il était possible de recommencer. Cette nuit-là, alors que Sofia dormait enfin tranquillement dans la chambre d'hôpital, avec tous ses signes vitaux stables, Marina et Henri s'assirent côte à côte sur la chaise inconfortable à côté du berceau. « Tu as sauvé ma fille aujourd'hui. »« Notre fille », corrigea doucement Henri, et Marina le regarda avec surprise et des larmes dans les yeux. « Notre fille, parce qu'elle ne serait rien sans toi. Et moi non plus. » Marina posa sa tête sur son épaule et ils restèrent là en silence, observant Sofia respirer tranquillement.
Ils avaient affronté tant de choses, ils avaient surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables, et ce n'était pas encore fini. Il y avait encore beaucoup à venir, mais ils étaient ensemble, et cela faisait toute la différence. Chapitre 6. Sofia passa 5 jours à l'hôpital, chacun d'eux un miracle silencieux. Sa récupération dépassa toutes les attentes de l'équipe médicale, qui ne tarissait pas d'éloges sur la précision et le soin avec lesquels Henri avait réalisé l'opération. C'était comme s'il ne s'était jamais éloigné, comme si ces mois perdus n'étaient qu'un lointain cauchemar. Marina vécut pratiquement à l'hôpital pendant ces jours, dormant sur la chaise à côté du berceau de Sofia, se réveillant à chaque mouvement du bébé, suivant chaque changement de perfusion, chaque vérification des signes vitaux. Henri était également toujours présent, se relayant avec Marina, discutant avec l'équipe médicale, s'assurant que tout était fait correctement. C'était étrange de revoir Henri dans un environnement hospitalier, portant la blouse blanche qu'il avait abandonnée des mois auparavant, traité avec le respect et l'admiration qu'il avait toujours mérité. Les médecins et les infirmières qui avaient travaillé avec lui avant la tragédie venaient le saluer, certains les larmes aux yeux, heureux de le revoir. « Docteur Laurent, vous nous avez tellement manqué. Cet endroit n'est plus le même sans vous, » dit une infirmière plus âgée, lui serrant la main avec une affection sincère. Henri sourit, toujours mal à l'aise avec les compliments, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était plus la culpabilité écrasante qui le définissait, c'était de la gratitude mêlée d'espoir. « Vous m'avez manqué aussi, plus que je ne l'imaginais. » Le 5e jour, Sofia obtint son congé. Le médecin-chef de l'hôpital, un homme qu'Henri connaissait depuis des années, convoqua Marina et Henri pour une conversation privée dans son bureau. « Docteur Laurent, je veux vous faire une proposition. Nous avons besoin de vous. Le service d'obstétrique est surchargé et personne n'a votre compétence. Je comprends que vous ayez traversé des moments difficiles, mais ce que vous avez fait pour Sofia prouve que vous êtes toujours le même professionnel brillant qu'auparavant. » Henri regarda Marina, cherchant quelque chose dans ses yeux. Elle savait ce qu'il cherchait. Il cherchait une permission. Il cherchait l'assurance qu'il n'abandonnait pas la famille qu'il avait construite. Marina lui prit la main et sourit. « Tu devrais accepter. C'est ta place. Je ne veux pas que tu penses que je vais vous laisser de côté. Vous êtes ma priorité. Et nous le serons toujours. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas recommencer à faire ce que tu aimes. En fait, je pense que tu le dois. Sofia a besoin de grandir en voyant l'homme que tu es vraiment. Le médecin incroyable qui sauve des vies. » Henri regarda le médecin-chef et acquiesça lentement. « J'accepte, mais à une condition. J'ai besoin d'horaires flexibles. J'ai besoin d'être présent pour ma famille. » Le médecin-chef sourit. « Bien sûr, nous pouvons ajuster vos gardes. Nous sommes heureux de vous ravoir parmi nous. » La nouvelle de l'opération de Sofia et du retour d'Henri à l'hôpital se répandit rapidement. Il ne fallut pas longtemps pour que des journalistes commencent à s'intéresser à l'histoire. C'était un récit puissant. Le médecin de renom qui avait tout perdu et s'était retrouvé à la rue, la jeune mère abandonnée, la rencontre improbable, la rédemption par l'amour et la seconde chance. Marina voulait initialement éviter l'exposition, mais Florence la convainquit que partager leur histoire pourrait aider d'autres personnes dans des situations similaires. Cela pourrait montrer qu'il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, qu'il est possible de se reconstruire après une perte, que la bonté existe encore dans le monde. Le premier reportage fut publié sur un site d'information local. Un article simple mais touchant sur l'histoire de Marina et Henri. La réponse fut immédiate et écrasante. Des commentaires de personnes émues, des partages par milliers, des messages de soutien arrivant de toute la France. Une chaîne de télévision les contacta pour une interview. Marina et Henri discutèrent longuement pour savoir s'ils devaient accepter. C'était effrayant d'ouvrir autant leur vie au public, mais c'était aussi une opportunité de faire une différence, de montrer que des histoires comme la leur étaient possibles. Ils acceptèrent. L'interview fut enregistrée en juin, dans un petit studio confortable au centre de Paris. Marina était nerveuse, ajustant la robe simple mais jolie que Florence lui avait prêtée. Henri était à ses côtés, en chemise bleu clair, avec Sofia dormant tranquillement sur ses genoux. La présentatrice était une femme d'âge mûr, connue pour sa sensibilité dans le traitement des histoires humaines.
Elle commença l'interview par des questions simples, demandant à Marina de raconter comment tout avait commencé. Marina respira profondément et commença à parler. Elle parla de la grossesse, de l'abandon de Romain, de la nuit désespérée où les contractions avaient commencé et où elle était complètement seule. Sa voix tremblait en décrivant le moment où elle avait trouvé Henri dans la rue, sans savoir qui il était, implorant simplement de l'aide. Henri compléta, parlant de son propre parcours. Il parla de la fille qu'il avait perdue, de la douleur qui l'avait poussé à tout abandonner, des mois passés à vivre dans la rue comme une forme d'autopunition. Sa voix était ferme mais chargée d'émotion lorsqu'il décrivit le moment où Marina avait demandé de l'aide et comment quelque chose en lui s'était réveillé. C'était comme si j'avais reçu un appel, comme si l'univers me donnait une seconde chance de faire une différence. La présentatrice avait les larmes aux yeux en posant des questions sur l'opération de Sophia. « Docteur Laurent, vous étiez éloigné de la médecine depuis des mois. Comment était-ce de retourner dans une salle d'opération, surtout pour opérer la fille de la femme que vous aimez ?» Henri regarda Marina et l'intensité de son regard fit accélérer le cœur de celle-ci. C'était la chose la plus terrifiante et la plus importante que j'ai jamais faite, parce que ce n'était pas juste une patiente. C'était Sophia, c'était ma famille, et je savais que je ne pouvais pas échouer. Pas cette fois. Et vous n'avez pas échoué, vous lui avez sauvé la vie. Henri secoua la tête. Ce n'était pas seulement moi, c'était Marina, qui m'a fait confiance quand je ne me faisais plus confiance. C'était l'équipe médicale qui m'a soutenu, c'était Sophia qui s'est battue de toutes ses forces. J'ai juste fait mon travail. L'interview fut diffusée 2 semaines plus tard, en prime time. Marina la regarda de chez elle, avec Henri et Florence à ses côtés, nerveuse quant à la réception. Mais quand ce fut terminé, et qu'elle vit le flot de messages positifs sur les réseaux sociaux, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Des gens de tout le pays partagèrent leurs propres histoires de résilience. Des mères célibataires qui s'identifiaient à la lutte de Marina. Des professionnels qui avaient traversé le burn-out et la dépression, inspirés par le parcours d'Henri. Des personnes sans abri qui sentirent que leur humanité était reconnue. L'histoire prit des proportions qu'aucun d'eux n'avait imaginées. On leur proposa d'écrire des livres. Les invitations à des conférences arrivaient presque quotidiennement. Une société de production cinématographique manifesta son intérêt pour adapter leur histoire à l'écran. C'était écrasant mais aussi transformateur. Ce qui toucha le plus Marina, ce fut lorsqu'elle commença à recevoir des messages de femmes dans des situations similaires à la sienne. Des femmes abandonnées, enceintes, sans soutien, désespérées. Elle créa un groupe de soutien informel où elle partageait son histoire et offrait le soutien émotionnel qu'elle n'avait pas eu quand elle en avait le plus besoin. Henri s'impliqua également dans des projets sociaux. Il commença à offrir des consultations gratuites aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité, travailla avec des ONG s'occupant des sans-abri, donna des conférences dans des facultés de médecine sur la santé mentale et l'importance de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Mais au milieu de toute cette répercussion, de toute cette transformation publique, ce qui comptait vraiment pour Marina et Henri, c'était ce qui se passait entre les murs de leur appartement. C'était dans les matins tranquilles, avec Sophia jouant sur le tapis du salon pendant qu'ils prenaient leur café ensemble. C'était dans les après-midi paresseux du dimanche, quand ils se promenaient au parc Montsouris avec Sophia dans la poussette, prenant des photos idiotes et riant de rien. C'était dans les soirées où ils partageaient le petit canapé, regardant de mauvais films à la vieille télévision, avec Sophia dormant entre eux. Par une nuit de juillet, alors que la chaleur de l'été parisien rendait l'appartement presque insupportable, Marina et Henri étaient sur le petit balcon, essayant d'attraper un peu d'air frais. Sophia dormait à l'intérieur, le babyphone transmettant sa respiration tranquille. Henri était silencieux, regardant le ciel étoilé de Paris, si rare à voir à cause de la pollution lumineuse de la ville. « À quoi tu penses ?» demanda Marina, s'appuyant contre le garde-corps à côté de lui. Henri sourit, mais c'était un sourire chargé de réflexion. Je pensais à quel point la vie est étrange. Il y a 1 an, j'étais allongé sur un trottoir, souhaitant simplement disparaître, pensant qu'il n'y avait plus rien pour moi. Et maintenant, je suis ici, avec toi, avec Sophia, faisant à nouveau une différence. C'est surréaliste. Marina lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. La vie est vraiment étrange. Il y a 1 an, j'étais seule, enceinte, sans savoir de quoi demain serait fait.
pensant que je ne pourrais plus jamais faire confiance à personne, et puis tu es apparu. Henri se tourna pour la regarder, et Marina vit une émotion pure dans ses yeux. « Marina, je dois te dire quelque chose que je garde pour moi depuis des mois. » Le cœur de Marina s'accéléra. Il y avait quelque chose dans l'intensité de son regard, quelque chose dans la façon dont il tenait sa main qui disait que c'était important. « Qu'est-ce que c'est ?» Henri respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Je t'aime. Pas seulement parce que tu m'as sauvé cette nuit-là en me donnant la couverture. Pas seulement parce que tu m'as fait confiance quand personne d'autre ne l'aurait fait, mais parce que tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu es forte, courageuse, gentille, même après tout ce que tu as traversé. Tu m'as donné envie d'être une meilleure personne. Toi et Sofia, vous êtes ma famille, et je ne peux pas imaginer ma vie sans vous, Leska. » Larmes coulaient sur le visage de Marina, mais elle souriait, souriant à travers l'émotion, à travers le bonheur qui débordait de sa poitrine. « Je t'aime aussi, Henri, depuis longtemps. Tu n'es pas seulement la personne qui m'a sauvé, tu es la personne avec qui je veux construire une vie. Tu es le père dont Sofia a besoin. Tu es l'homme que je choisis chaque jour. » Henri la tira dans ses bras et Marina se sentit complètement chez elle. Peu importait que l'appartement soit petit. Peu importait qu'il y ait encore des défis à relever. Peu importait que leur passé, à tous les deux, soit rempli de douleurs et de pertes. Ce qui importait, c'était ce moment, cette étreinte, cette famille qu'ils avaient construite ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, Henri tenait quelque chose dans sa main. C'était une petite boîte simple. « Je n'ai pas grand-chose. Je ne peux pas t'offrir le luxe ou une vie de conte de fées, mais je peux t'offrir mon cœur, mon dévouement, et la promesse que je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais jolie, avec une petite pierre qui brillait sous la faible lumière du balcon. « Épouse-moi, Marina. Sois ma femme officiellement. Laisse-moi être le père de Sofia pour de vrai. Laisse-nous construire une vraie famille. » Marina ne put parler. Elle hocha simplement la tête, les larmes coulant sans cesse, tandis qu'Henri lui passait la bague au doigt. C'était parfait. C'était simple. C'était réel. Ils s'embrassèrent là, sur le balcon chaud d'un petit appartement parisien, tandis que la ville pulsait autour d'eux, indifférente et en même temps témoin silencieux d'une autre histoire d'amour, née des cendres de la douleur. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, en octobre, lors d'une cérémonie simple mais magnifique sur la place de la République. Il n'y avait ni faste ni luxe, juste la famille et les amis proches, quelques dizaines de personnes qui comptaient vraiment, réunies pour célébrer une union qui allait bien au-delà des papiers officiels. Florence fut la témoin, évidemment, avec un discours émouvant qui fit rire et pleurer tout le monde en même temps. Le médecin-chef de l'hôpital fut le témoin d'Henri, représentant la famille médicale qui l'avait de nouveau accueilli. Sofia était là, ayant maintenant 7 mois, portant une petite robe blanche et étant le centre de l'attention, faisant des grimaces à tous ceux qui s'approchaient. Marina portait une robe simple, achetée dans un magasin populaire, mais se sentit la plus belle femme du monde quand Henri la regarda avec ses yeux pleins d'amour devant l'autel improvisé sous les arbres de la place. Leurs vœux avaient été écrits par eux-mêmes, sans formalités excessives, juste la vérité brute de tout ce qu'ils avaient vécu. « Marina, tu m'as appris qu'il est possible de recommencer, que le passé ne définit pas qui nous sommes, que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Je promets d'être toujours à tes côtés, dans les bons jours comme dans les mauvais, dans la santé et la maladie, dans la joie et la tristesse. Je promets d'être le meilleur père possible pour Sofia, et je promets de t'aimer chaque jour, pour le reste de ma vie. Henri, tu es apparu quand j'en avais le plus besoin. Quand je pensais être complètement seul, tu étais là. Tu m'as montré qu'il existe de bons hommes dans le monde, qu'il existe des gens qui se soucient vraiment des autres. Tu as sauvé ma vie et celle de ma fille. Et je promets de passer le reste de mes jours à te montrer à quel point tu es spécial, à quel point tu es aimé, à quel point tu mérites tout le bonheur du monde. » Il n'y avait pas un œil sec lorsque l'officier d'état civil les déclara mari et femme, et quand ils s'embrassèrent, scellant cette union improbable mais parfaite, des applaudissements et des cris de joie résonnèrent sur la place. La fête fut simple, dans une salle communale que Florence connaissait, avec de la nourriture faite maison par les amis, de la musique jouée par un guitariste
qui s'étaient portés volontaires après avoir entendu leur histoire. Il n'y avait pas d'ostentation, mais il y avait de l'amour, et c'était infiniment plus précieux. Pendant la fête, Marina regarda autour d'elle et vit des visages souriants, des gens heureux, des gens qui étaient là parce qu'ils se souciaient vraiment d'eux. Elle vit Henri danser avec Sofia dans ses bras, le bébé riant tandis qu'il tournait lentement au son de la musique. Elle vit Florence discuter avec animation avec les médecins de l'hôpital, racontant probablement des histoires embarrassantes sur Marina, et Marina réalisa quelque chose de fondamental. Elle avait construit exactement ce dont elle avait toujours rêvé. Ce n'était pas une famille parfaite, ce n'était pas une vie de conte de fées, mais c'était réel, c'était à elle, et c'était plus que suffisant. Les mois suivants apportèrent une normalité que Marina n'aurait jamais imaginée possible. Henri travaillait à l'hôpital avec des horaires aménagés, s'assurant toujours d'avoir du temps pour sa famille. Marina obtint un meilleur emploi, comme gérante d'un café, avec un salaire décent et des horaires plus prévisibles. Sofia grandissait en bonne santé et joyeuse, une enfant pleine de vie qui illuminait n'importe quel lieu. Ils déménagèrent dans un appartement plus grand, toujours dans le 13e, avec 2 chambres et un vrai balcon où Sofia pouvait jouer en sécurité. Ce n'était pas luxueux, mais c'était un foyer construit avec amour, travail acharné et la certitude qu'ensemble, ils pouvaient tout affronter. Henri redevint reconnu comme l'un des meilleurs obstétriciens de Paris. Il reçut des prix, fut invité à des conférences internationales, publia des articles dans des revues médicales prestigieuses. Mais ce dont il était le plus fier, ce n'étaient pas les titres ou les reconnaissances. C'était de rentrer à la maison chaque soir et d'être accueilli par Sofia criant « Papa !» avec enthousiasme, sautant dans ses bras. Marina développa son propre projet social, un groupe de soutien pour mères célibataires qui grandit pour devenir une association enregistrée avec des bénévoles et des sponsors. Elles se réunissaient chaque semaine, partageant leurs histoires, offrant un soutien, prouvant que personne n'a besoin d'être seul. Leur histoire continua d'être une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Mais Marina et Henri apprirent à maintenir un équilibre entre leur vie publique et privée. Ils acceptaient quelques invitations pour des conférences et des interviews, mais privilégiaient toujours le temps en famille. Par une nuit de décembre, près de 2 ans après cette nuit fatidique où tout avait commencé, Marina et Henri étaient dans la chambre de Sofia, l'observant dormir. La petite fille avait maintenant 1 an et demi, des cheveux bruns bouclés toujours en désordre, des yeux marrons expressifs et un sourire qui faisait fondre n'importe quel cœur. « Tu penses qu'elle se souviendra de tout ça quand elle sera grande ?» demanda doucement Marina, caressant les cheveux de sa fille. Henri lui prit la main et sourit. Elle ne se souviendra pas des détails, mais elle grandira en sachant qu'elle est aimée. Elle grandira en voyant que la famille, ce n'est pas une question de sang ou de perfection, c'est être présent, c'est choisir d'aimer chaque jour. Marina se tourna pour le regarder, cet homme qui était apparu dans sa vie de la manière la plus improbable qui soit. Parfois, je n'arrive toujours pas à y croire, à tout ce qui s'est passé, à comment tout a changé. Henri l'attira dans ses bras. La vie a ses façons étranges de réparer les choses brisées. Nous étions tous les deux détruits. Et d'une manière ou d'une autre, en nous rencontrant, nous avons réussi à nous reconstruire. Marina pensa à la jeune fille désespérée qu'elle était il y a 2 ans, enceinte, seule, sans espoir. Elle pensa à l'homme détruit par la culpabilité qu'était Henri. Et elle regarda ce qu'ils étaient devenus, la famille qu'ils avaient construite, l'amour qui avait fleuri des cendres. Et Marina sut, avec une certitude absolue, que chaque moment de douleur, chaque seconde de désespoir, chaque larme versée en avait valu la peine. Parce que tout cela les avait menés jusqu'ici, jusqu'à cette chambre silencieuse, jusqu'à cette famille imparfaite mais vraie, jusqu'à cet amour plus fort que n'importe quel obstacle. Dehors, Paris continuait son rythme frénétique, des millions d'histoires se déroulant simultanément, des millions de vies entrelacées, des millions de secondes chances attendant d'être découvertes. Et là, dans cet appartement du 13e arrondissement, une autre histoire touchait à sa fin. Pas une fin triste, mais une fin qui était en réalité un commencement. Le commencement d'une vie construite sur des choix, sur un amour inconditionnel, sur la certitude qu'il est toujours possible de recommencer.
Marina embrassa une dernière fois le front de Sofia et éteignit la lumière de la chambre. Elle et Henri se dirigèrent vers leur chambre côte à côte, main dans la main, prêts pour un autre jour de cette vie imparfaite mais absolument parfaite pour eux. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'avoir une vie sans douleur. Il s'agit de trouver des personnes qui font que la douleur en vaut la peine. Il s'agit de construire quelque chose de beau même quand tout semble détruit. Il s'agit d'avoir le courage de croire aux secondes chances. Et Marina et Henri avaient prouvé que les secondes chances existent, que la rédemption est possible, que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Leur histoire n'était pas un conte de fées, c'était mieux que ça, c'était réel, c'était humain. C'était la preuve que même dans les circonstances les plus improbables, la vie peut surprendre par sa beauté et son espoir. Et c'était la leçon la plus importante de toutes. Que peu importe à quel point le tunnel semble sombre, il y a toujours une lumière qui attend de l'autre côté. Parfois, cette lumière se présente sous la forme la plus inattendue. Parfois, elle se présente sous la forme d'un étranger sur un trottoir froid, offrant de l'aide quand le monde semble avoir renoncé à vous. Et parfois, c'est exactement la lumière dont vous avez besoin pour retrouver le chemin de la maison.